It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs et aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur. Ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer, surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Donc, bon matin à tous et à toutes sur ce bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme je le répète à chaque début d'émission, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone
au Québec et éventuellement aussi à l'international, où c'est qu'on parle français un petit peu partout. Ça va être aussi d'éduquer, dans le fond, le maximum de personnes possible par rapport à notre magnifique sport qui est en expansion présentement, qui est l'escalade, puis aussi d'inspirer un maximum de personnes par rapport à ce sport-là. Je le dis tout le temps, à chaque début d'épisode, puis je suis gossant avec ça, mais si vous ne l'avez pas encore fait, nous donner un commentaire ou un 5 étoiles sur toutes les plateformes de balado-diffusion, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, ça nous aide énormément à travers notre mission. Puis la meilleure façon de pouvoir nous encourager, c'est en faisant ça. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, le sujet de l'épisode, ça va être vraiment de comment on peut décortiquer le processus d'approche, de projeter une voix en voyage ou même peut-être localement. Donc, on va vraiment passer à travers toutes les étapes de se trouver un projet, de aussi analyser le bêta, avoir les meilleures conditions. Puis on a vraiment 2 personnes aujourd'hui qui sont, je pense, qui vont être vraiment très expérimentées pour pouvoir nous parler de tout ça. Donc, Mathilde Brumagne et Félicien Roy, en fait, que Félicien était déjà venu 2 fois sur le show. Ouais. Mathilde, c'est ta première fois, mais je suis vraiment honoré de vous avoir les 2 aujourd'hui. Fait que, good, bon matin. Avant qu'on commence, je sais que Félicien, tu es déjà venu 2 fois sur le show, mais j'aimerais ça que tu nous reparles un petit peu de toi, ton parcours, si on veut, en escalade. Puis Mathilde aussi, un petit peu après, si tu es partante de pouvoir nous expliquer un petit peu comment vous avez commencé la grimpe, ça a été quoi votre processus en termes d'entraînement puis tout ça. Fait que, ouais, Félicien, parle-moi de toi, comme on dit. Encore, moi, ça fait 15 ans, maintenant 16 ans quasiment que je grimpe. J'ai commencé en France. C'était un cursus à l'université où, vu que j'ai fait un baccalauréat en éducation physique et sportive, on apprend comme différents sports chaque trimestre. Puis il y avait un trimestre où c'était escalade. Puis je suis tombé comme amoureux de l'escalade intensément dès la première journée. Fait que c'est là que j'ai commencé. Puis ensuite, je suis venu au Québec. Puis je suis arrivé à Vertige. Fait que c'est là que j'ai fait mes premiers pas en escalade. C'est une petite église là-bas à Sherbrooke. OK. Et puis, depuis le temps, je grimpe comme tout le temps. C'est devenu comme un milieu de vie, une passion complète. Puis, tous les week-ends sont orientés vers l'escalade. Okay. C'est un grimpeur de voie. C'est vraiment ça qui me plaît, puis beaucoup plus vers l'extérieur. J'ai fait mes premiers pas là-bas à l'extérieur à Orford, avec la gamme des grimpeurs forts là-bas, Mathieu Fontaine, Sacha, Yannick. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas décroché de dehors. Je m'entraîne à l'intérieur sur le plastique, mais dès que je peux, c'est pour aller dehors. Nice. J'ai commencé à goûter au voyage peut-être après 2-3 ans de grimpe, j'imagine. Les premiers, c'est probablement de retourner en France puis grimper comme à l'extérieur. Puis depuis ce temps-là, je grimpe localement à l'extérieur au maximum, mais dès que je peux voyager 1 fois ou 2 par année, là, c'est ça qui me plaît en escalade. Cool. Puis là, je pense que tu avais un voyage. En fait, tu as encore un voyage de prévu, je crois. On en a parlé dans notre groupe là, qu'on s'est fait sur Instagram, là, mais genre, il me semble que tu as dit dans notre groupe que tu avais un voyage de cédulé, mais là, qu'avec ta blessure, tu n'étais plus trop sûr, mais que finalement, là, tu y vas. Le timing est bon, en tout cas, à voir, mais c'est en novembre, Turquie. OK. Je vais être pile 6 mois après la déchirure de mon ligament antérieur croisé puis les ménisques. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe. Justement, on va en parler plus tard. Réajustement d'objectifs. Cool. Soit je fais des milliards de 5-11. Soit c'est Julien Deschenaux, il me libère. On va voir. Cool. Puis là, toi, en fait, maintenant, tu es rendu quasiment plus québécois que français, vu que ça fait comme quasiment 15 ans que tu es au Québec. Je suis à mi-chemin. Mi-chemin, c'est ça. Puis Mathilde, là, toi, tu es en processus d'avoir tes 2 citoyennetés. Tu veux savoir ta citoyenneté que tu me parlais tantôt? Là, je suis résidente permanente. Okay. Je suis belge à la base, mais ça fait quand même 7 ans, je crois, que je suis au Canada. Je n'étais pas tout de suite au Québec, mais c'est ça. Cool. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand Félicien, il m'a dit, ça serait vraiment hâte d'avoir Mathilde sur le show, je te connaissais pas, tu sais, personnellement, puis je sais que tu tiens ça quand même assez low-key, si on veut, tu sais, sur les réseaux sociaux puis sur tes achievements, mais en bout de ligne, tu es vraiment dans les meilleures grimpeuses au Canada en voie. Tu sais, là, je pense que c'est le moment où c'est que tu peux te vanter, dans le fond. Parle-moi un petit peu de comment en fait, ça a commencé quand, l'escalade, puis parle-moi de tes... On te donne le droit là, de parler un petit peu de ce que tu as fait dans les dernières années en termes de réussite.
Ben, moi, je suis tombée dedans jeune, là. Je pense que ça fait... J'ai dû commencer quand j'avais 6 ans. Fait que ça fait 29 ans que je grimpe. OK. Donc là, tu as 35 ans. C'est ça, j'ai 35. Simplement, avec mon frère aîné, on faisait, puis il m'a emmené, puis... C'est ça. Fait qu'enfant, j'ai embarqué dans les cours d'escalade à Bruxelles. Là. Je suis de Bruxelles à la base. Puis assez vite, j'ai été dehors assez vite, vers 8 ans peut-être. Et c'est des petits crags en Belgique, c'est vraiment pas incroyable la Belgique pour grimper dehors, mais quand même, ça m'a introduit. Et aussi, je crois, vers 10-11 ans, j'ai commencé à faire des compés de voix. Là, moi, je suis vraiment plus une grimpeuse de voix. Fait que là, j'ai un background de compétition. J'ai commencé dans les catégories jeunes. Et je faisais en senior des Coupes du Monde de voix jusqu'à 2004. En senior dans les Coupes du Monde. OK. C'est ça. Mais que des voix. J'ai dû arrêter parce que la compé, en tout cas, parce que j'ai je vais pas rentrer dans les détails, mais un syndrome au niveau thoracique gauche ici. Puis c'était juste plus compatible avec la charge d'entraînement que ça prenait pour être compétitif au niveau international. Ça a été un deuil à faire. Là, je pense, oui, c'est ça. Pendant genre 1 ou 2 ans, j'ai comme plus grimpé. Ben, je devais de toute manière arrêter 1 an, mais après, j'étais là. Ben, je suis un peu tout ou rien dans la vie. Fait que je vais juste faire du trail ou faire je sais pas quoi, mais c'est ça. Tu revenais à l'escalade. Mais en fait, c'est en arrivant en 2017, je suis arrivée au Canada. Puis j'étais à Jasper au début. Puis là, à Jasper, j'étais là, entourée des montagnes, puis tout là. Il me semble que j'ai envie de grimper. Ben oui, là, j'imagine. Fait que là, j'ai recommencé à grimper là-bas. En plus, ben, tu sais, j'arrivais, je connaissais personne. Fait que la grimpe, ça a toujours été une bonne manière de rencontrer du monde, de rentrer dans une communauté. C'était vraiment facile pour ça. Et là, je suis complètement retombée en amour avec la grimpe, mais vraiment full-on. Puis, comme avant, en fait. Puis, pas en compétition intérieure, mais quasiment... Non, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, la réalisation, c'était que mes problèmes à l'épaule gauche, là, en fait, même dehors, ça allait. Même en essayant des voies très dures dehors. Tu sais, oui, parfois, je dois le gérer. C'est quelque chose de chronique. Surtout quand je m'entraîne beaucoup à l'intérieur, ben, tu sais, ça peut revenir. Ça peut m'handicaper pendant un certain temps. Mais globalement, je peux regrimper fort dehors, pas des compés, puis j'ai plus envie de faire de compés anyway. Fait que c'est ça. Fait que là, ben c'est ça, mes objectifs, c'est des voies dures dehors, puis ben, j'ai tranquillement pas vite retrouvé le niveau que je faisais avant. Tu sais, avant, dehors, j'avais fait des 8C. Puis mettons, dans l'autre... C'est 14B. 14B, OK, c'est ça. Puis là, cet automne, j'étais à Red pendant 1 mois et demi. Puis là, j'étais là... Ben, tu sais, j'avais envie de me challenger, d'aller voir des voies dures. Parce que les premiers trips, j'avais fait surtout full de voies dans un niveau qui est genre challengeant, mais tu sais que ça passe en quelques essais. Tu sais, j'avais fait full de 13, mais j'avais un peu... Ben, à un moment, j'avais pas tout cliné, mais tu sais, à un moment... Dans le fond, j'avais fait le tour du crag. 300, puis là, il n'y avait plus de retour. mais c'est ça. Fait que là, j'avais envie et aussi, c'est un peu l'obligation d'aller dans des voies plus dures. Puis là, pour moi, la boucle, c'était assez symbolique. J'ai fait une 14C, Southern Smoke, puis c'était un peu symbolique parce que la boucle était bouclée depuis mon retour à l'escalade. J'avais retrouvé un peu le niveau que j'avais avant, voire un peu plus, tu sais. Puis, c'est cool. Puis tu l'as fait en 6 semaines, je pense. Ça se peut-tu la... Ben, le trip, je sais plus exactement. J'ai pas... Ça a été court, là, me en quelques... Je pense 3 semaines, mais on va en parler dans le processus de travail parce que j'ai pas tendance à m'enfermer dans une voie. Parce que je pense que c'est pas la chose à faire. Oui, je pense que... Ben, tu sais, je me suis rendu compte que... Tu sais, il y a moyen de pousser encore.
Puis je suis vraiment motivée. C'est juste que là, je me suis fort blessée. C'est ça. Les deux, en ce moment, vous êtes quand même, le ligament, puis toi, c'est 1 ou 2 doigts. En tout cas, c'est... ouais. En fait, c'est une triple... Je ne vais pas montrer les mains. Bref. C'est ça. C'est pour les gens qui veulent nous regarder sur YouTube, là, c'est le temps. Là, ouais. Je me suis blessée plusieurs poulies dans le même doigt, là, l'annulaire gauche. Et là, j'ai exagéré à droite, fait que j'ai une ténosynovite à droite. OK. Fait que c'est ça, ça fait presque 4 mois que je grimpe pas, puis je suis dans le processus de réadapte. OK. Fait que c'est ça. Cool. Fait que pendant ce temps-là, on va faire des podcasts. On va parler d'escalade au lieu de grimper. Mais c'est correct, en même temps, comme on parlait un petit peu avant le show, en tout cas, je pense que tu vois ça vraiment de la bonne façon, de vraiment voir ça comme un processus de réhabilitation, comme tranquillement, pas vite, puis de voir des micro-objectifs plus que le temps avance. Là, je pense qu'on pourrait en parler pendant 2 heures à la limite là, d'un processus de blessure, puis le retour. Puis d'ailleurs, on a fait un épisode dans la saison 1 c'est une fille, Laurie Boivin, en fait, là, qui était venue sur le show, puis elle s'était déchiré le muscle, le genou un petit peu comme Félicien. J'avais le ligament croisé. Ça a duré ça à peu près 6 mois, 1 an, là, avec l'opération puis tout. Là. Fait que c'est sûr, c'est difficile physiquement, mais aussi sur le mental. Là, quand ton sport, tu l'adores, puis que t'en manges de la roche du matin au soir. Là, surtout comme vous deux. Là, pause, c'est ça. Il y a une petite blessure ou 1 semaine, 3 semaines, puis on repart. Exact. Mais là, c'est 1 an complet. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas une petite... en tout cas, c'est pas une petite inflammation. T'as le temps d'y penser. Ouais. Fait que, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet qui est justement comment avoir un projet de voix en voyage ou avoir un projet de voix aussi plus local. Mais en fait, la première chose que je veux savoir, c'est selon vous, c'est quoi la principale différence entre avoir un projet de grimpe justement qui est proche de chez soi versus un projet de grimpe qui est en voyage? C'est sûr que quand tu es en voyage, tu as la contrainte tu es en voyage pour un temps déterminé. Là. Puis localement, généralement, c'est là. Puis, OK, parfois la saison est courte, c'est pas les condis, blablabla, mais c'était une facilité d'accès. C'est ça. C'est principalement ça. Après, les principes à appliquer sont globalement les mêmes, je pense. C'est juste que peut-être la pression est moindre parce que tu n'as pas la pression d'un temps fini. Encore là, tu sais, peut-être que tu vas retourner si c'est en voyage à la même place, puis ça sera pour plus tard, mais c'est pas non plus fini. Ouais. Mais c'est surtout ça. Fait que la pression de temps. Oui, principalement le temps. C'est la même stratégie, mais c'est juste très condensé. Puis ça va avec un goal setting aussi comme ajusté. Ouais. Puis le temps, puis la deuxième chose, je dirais, c'est la sortie de la zone de confort. Quand c'est local, qu'on aille à Orford ou Sérénité, ça reste le même style de grimpe. Ouais. Donc on est quand même confortable, puis ça dépend combien de temps on est là, mais ça fait 4-5 ans éventuellement qu'on travaille le même style de roche. Si on fait un voyage en Europe, il y a par exemple le mental qui peut engager avec des boats comme très espacés. Ça peut être le climat si on voyage, mettons à Cuba dans une saison qui n'est pas idéale, puis ça peut être très chaud. Juste les conditions de vie, le style de vie, des fois, peut jouer. J'étais à Rifle avec un ami 6 semaines, puis on était au milieu de la Cambrousse. Il fallait faire 20 minutes. Au milieu de quoi? C'était au milieu de nulle part, vraiment des champs. Puis on n'avait pas d'eau courante, rien. Donc, il fallait faire 30 minutes de voiture pour aller prendre une douche chaque 3 jours. C'est des petits détails qui peuvent jouer sur ta performance. Ben oui, c'est clair. Dans le sens que quand tu es au Québec, tu n'as pas à te préoccuper de si tu vas avoir, mettons, de la nourriture, si tu connais exactement c'est quoi la route que tu as à faire, la condition, tu es quand même capable de pouvoir l'adapter en fonction de c'est quand que tu vas y aller. Il y a plusieurs choses que tu peux prévoir alors qu'en voyage, si tu pars 3 semaines ou 6 semaines, puis que ton voyage est cédulé depuis, on va dire, 6 mois, ben tu vas pas annuler ton voyage parce que c'est humide ou parce que, tu sais, rendu là-bas. Là, c'est moins confortable. Juste l'endroit où on dort, si tu dors en camping, tu te reposes moins, puis ça peut être à inclure. Le style de roche aussi. Là. Dépendant si on est habitué, ici on est beaucoup avec du granit, pas beaucoup de limestone. Donc dès qu'on change d'endroit, comme on sort de la zone de confort, à moins qu'on ait déjà fait beaucoup de voyages. Nous, on vient de l'Europe, donc le limestone, c'est presque l'inverse. Je pense qu'on retourne dans une zone de confort.
OK. Ça dépend où on va. Ouais. Mais c'est sûr, si tu n'as jamais grimpé sur des colos ou des tuffas, là, comme on dit tuffas ici. Des tuffas, c'est... Des colonnettes. OK, ouais, je comprends. Pour grimper depuis le côté. Ça risque d'être déstabilisant au début. Ouais, des gros pinches. Ouais, et puis c'est ça. C'est vraiment une autre gestuelle. OK. C'est clair. Puis, ça me montre, mais est-ce qu'il y a des façons de pouvoir, justement... Ben, en fait, c'est sûr qu'il y en a, mais est-ce que, selon vous, il y a des façons de pouvoir se préparer à ce style de nouveau terrain-là qu'on voit plus en voyage quand on est au Québec pour aller à quelque part? En termes techniques, je pense que c'est pas évident. Oui, c'est ça. On peut pratiquer sur un spray wall, des lolottes, mais ce sera jamais pareil, je pense, qu'expérimenter. Oui, c'est... Ben, mettons, si tu sais que... Ou si tu sais un peu la voie que tu veux essayer ou le style du crag ou quoi, je pense que physiquement ou la longueur de l'effort, mettons, c'est que des grandes envolées de 50 mètres, mais faire des circuits de 15 moves, ça va être... oui, ça aura peut-être sa place à un moment dans ta planification d'entraînement, mais il va falloir que tu aies du volume. Là. Fait que je pense que ça ou le type de préhension, tout ce qui est plus physique, tu peux quand même faire de quoi. Ouais. Mais plus ce qui est technique, à un moment, il faut se donner le temps sur ce type de roche. Ouais, c'est un bagage de mouvement. C'est ça. Donc, tu peux pas skip l'apprentissage de mouvement que tu aurais en voyageant beaucoup. Oui, il y a toujours des parties qui sont contrôlables. Le jeu de pied, mettons, mais le jeu de pied va être différent selon les roches, selon les préhensions. Est-ce que c'est des tout petits pieds, mettons, sur la grimpe, sur colonnette? C'est vraiment beaucoup des drop knees, puis comme des pieds de côté. Puis ce serait vraiment dur à entraîner sur un mur plus tard. Par contre, la préparation physique, c'est sûr que c'est tout contrôlable. Si c'est des mouvements très dynamiques ou juste en compression, ou le type de prise, c'est juste des slopers, ben là, on peut entraîner vraiment. Le mental, c'est la même chose que la technique. On peut s'entraîner un peu, mais c'est jamais aussi vrai que nature. Fait que mettons, on peut... mettons, s'il y a un gym de voix qui nous laisse prendre des chutes sans clipper les deux dernières dégaines. Je sais que moi, dans le passé, à Gatineau, à il y en a qui font gym. Ça? Ah oui? OK. Ben maintenant, c'est sûrement on n'a plus le droit de le faire nulle part. Je serais étonné. T'attends que le staff ferme les yeux, puis le chute. Non, mais ça, dans l'annexe, à Gatineau, on déclippait 3 dégaines, puis on faisait comme des entraînements de mental. Là, surtout moi qui ai vraiment beaucoup peur. Un mois avant de partir, on faisait comme chute après. Ah ouais. Puis vous voyez, vous avez ressenti une bonne différence en faisant ça ou pas? Ben, je pouvais couper beaucoup de temps de spécifique à la falaise. Ça n'enlève pas toute la peur, parce que quand on est 5 mètres au-dessus de la botte, il y a quand même plein d'autres aspects qu'on ne peut pas contrôler. Mais j'essayais de dégrossir 50% du travail. Tout ce que je pouvais faire à l'avance, dans le fond, on essaie de le faire, en fait. Moi, c'est plus de faire vraiment, pas faire que des voies spécialement pour t'entraîner pour un voyage de voix, mais d'en faire un petit peu plus pour ton flow en lead, là. On sait que c'est différent, que les dégaines sont beaucoup plus rapprochées, mais de faire quelques sèches au moins, ça peut aider. Après, moi, c'est con, mais parfois, je suis moins à l'aise dans le gym que dehors. Je sais pas, je pense que c'est les prises qui ressortent fort du mur ou quoi. Fait que ça m'aide pas vraiment de pratiquer les chutes dans le gym. Je sais pas, je trouve ça tellement différent comme environnement, mais c'est personnel, là, je pense. C'est intéressant. Puis, je pensais à un truc tantôt pour ce qu'on peut faire à l'avance aussi, en fonction du type de roche, c'est niaiseux, mais pensez à les souliers d'escalade. C'est vraiment... Il y a vraiment des souliers qui sont plus adaptés pour tel ou tel type de rocher. Puis même si tu peux pas tester en vrai, là, mais d'avoir, mettons, si tu sais que tu vas grimper du granit à Squamish, peut-être d'avoir des souliers un peu plus rigides, même si d'habitude tu grimpes avec des trucs hyper souples, ou d'avoir des options, ou même des souliers pas complètement maganés au début de ton trip. Erreur que j'ai déjà fait. C'est genre... L'orteil, elle sort déjà, tu sais. C'est important, tu sais. OK. Fait que, puis ça peut vraiment faire une différence. OK. Puis est-ce que tu as des exemples, mettons, de... Tu sais, moi, honnêtement, moi, je grimpe avec la Sportiva, dans le fond, les solutions comp. C'est mon go-to. Moi, je fais beaucoup plus de blocs là, que de voies. Puis je me suis jamais attardé, justement, au micro-détail de savoir quelle paire de souliers est plus adaptée pour certaines roches. Mais est-ce que toi, tu as des... Ben, moi, je grimpe... je suis très laspo aussi. Là. OK. J'ai grimpé pendant, je sais pas, mais au moins 20 ans avec que des Testarossa pour
tout, là. Puis bloc à l'intérieur, dehors, voie à l'intérieur, dehors, tout. Puis j'étais vraiment... je savais pas grimper qu'autre chose. Puis ça fait peut-être 1 an que j'ai essayé les théories. OK. Puis c'est le premier soulier que je suis là, j'ai abandonné mes testas. OK. Maintenant, je grimpe avec ça, mais je garde mes... Tu sais, mettons, dernièrement, j'ai été à Red pas mal en trip. Puis là, en tout cas, les voies que j'essayais, c'était souvent très steep. Puis je trouvais que souvent, on a des bons pieds, voire des talks. Je fais parfois des petits talks, des affaires de même. Je trouvais qu'au début, j'étais surprise, mais finalement... Je trouvais que les théories performaient vraiment bien. Ce type de roche. Est-ce qu'ils sont plus souples? Ils sont plus souples, puis il y a de la gomme dessus pour les talks. OK. Après, j'ai toujours des testas pour, mettons, aller grimper du calcaire quelque part. Je vais probablement être plus à l'aise si c'est des micro-pieds et tout, et que c'est un peu plus vertical avec ça. Mais j'ai des options. OK. Ah, un crime, c'est intéressant, ça. Il y a même des grimpeurs, je pense, qui grimpent. Ça se peut-tu que j'ai déjà vu une de tes photos à toi, Félicien, que tu avais 2 souliers différents dans la même voie? Ça se sûrement que je l'ai oublié à la maison. Ah, OK. Mais ça se peut que ça soit nécessaire, tu sais. Genre, mettons qu'il y a un Crocs qui demande un talon vraiment compliqué, puis que tu préfères le talon de tel soulier, mais tu préfères la pointe pour le reste. Ouais, c'est ça. Ou même, plusieurs paires des mêmes souliers, mais avec des degrés d'usure différents, donc ils sont plus ou moins souples. Ça peut être vraiment clé pour... Juste pour le confort. Dans ton échauffement, tu mets des chaussons comme... Moi, je mets des chaussons tout le temps tout troués. Puis quand je fais plus le projet, plus performant. Ben justement, je pense que, Mathilde, quand je t'avais déjà rencontré il y a 4 ans, mais je te connaissais pas. Puis quand tu grimpais sur le Kilterboard, me semble que tu commençais avec des souliers vraiment différent de quand tu grimpais quand tu commençais à grimper, dans le fond, pour de vrai. Ça se peut. Tu t'es gardé tout le temps détaché. Je me souviens pas pourquoi, mais j'ai comme des images dans ma tête de ça, bref. Mais c'est vraiment intéressant. Puis là, ça fait 15 ans que tu fais de l'escalade, Mathilde, ça fait... Ben, presque 30 ans. Presque 30 ans. Fait que, tu sais, ça, c'est des détails que tu apprends à te connaître par rapport aux souliers que tu utilises, puis par rapport aussi au fait de faire beaucoup de voyages. Dans le sens que moi, ça fait 4-5 ans, 5 ans à peu près que je fais de l'escalade, puis je pourrais pas connaître autant ces micro-détails-là que quelqu'un, mettons, que ça fait longtemps qui grimpe. Là. Fait que, moi, je ne croyais même pas au début à la différence. Ben, on dirait que même moi, en ce moment, il faudrait que je l'essaye, il faudrait que je le vive, j'ai l'impression. Est-ce que d'avoir une autre paire de souliers ou quoi que ce soit, on sent la différence au point de dire « crime, j'ai sendé » parce que ce micro-détail-là a vraiment fait un genre de 10% de différence. Il y a quand même beaucoup d'autres choses avant ça, mais ça peut être un détail important. OK. Moi, j'ai un bon exemple. J'avais une paire que j'avais reçue de Boréal, des Satori, puis c'était des patinettes à l'intérieur. Là, ça glissait de partout. Okay. Je les ai mis dans un placard pendant 3 ans. C'était impossible de grimper à l'intérieur. Je me dis, comment ils peuvent faire un chausson aussi pas bon? Je comprends. Puis je l'avais pris en 2e paire à Squamish. OK. Puis il y a une journée où j'avais oublié les autres chaussons, j'ai essayé eux, puis sur le granit, là, la gomme accrochait, c'était complètement fou. Puis, la boîte, le toe box, il était vraiment, vraiment large, puis c'était beaucoup de mouvements de trad là-bas. OK. Puis dans le fond, quand tu rentres ton chausson dans la craque, tu coinçais, c'était comme incroyable. Ah ouais, parce que c'était plus large dans le fond. Exactement. Okay. Puis au final, j'ai grimpé avec ça. Je me dis, je pense que j'ai compris qu'est-ce que les ingénieurs... J'ai compris pourquoi, ouais. Crime, c'est vraiment intéressant. Mais ouais, il y a quand même des détails... Cool. Puis, en fait, j'avais une autre petite question de prête, mais on en a déjà parlé un peu, mais comment le temps réduit de voyage, tu sais, le temps, l'acclimatation et le choix de projet influencent-ils la préparation d'un projet? Tu sais, parce que là, on a parlé des choses qui pouvaient influencer la différence entre un projet local puis un projet plus en voyage. Mais quand vous sélectionnez un projet, exemple, je sais pas, une 14A, 14B, peu importe, à tel endroit, à tel moment de l'année, est-ce qu'il y a des critères que vous regardez pour sélectionner ce projet-là? Tu veux dire avant le voyage? Avant le voyage, oui. Ben, tu sais, oui, bien sûr. Après, maintenant, tu peux quand même avoir plein d'informations, tu sais, en ligne ou des topos ou autres. Moi, c'est sûr que si je vais essayer un truc où je sais que ça va être très dur pour moi, tu sais,
j'ai tendance à jouer dans mes forces. Là. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer des voix peut-être un peu moins dures, pas le niveau le plus dur que j'ai essayé, mais qui sont mon anti-style. Puis ça va être hyper satisfaisant aussi. Mais mettons que si c'est vraiment pour aller chercher un projet, quelque chose d'extrêmement limite, là, ouais. Ben, tu sais, c'est ça, d'avoir des infos sur le style. Puis après, ben, tu peux planifier ton entraînement en conséquence. Là. Ça dépend à quel point. Mais j'ai moins temps. Je me laisse toujours assez. C'est rare que je fais un trip et je dis, je vais essayer cette voie-là. Tu sais, j'ai souvent une coupe de voix en tête. Ouais. Puis après, ça va se dérouler comme ça se déroule. Là, on en parlera. Okay. Le trip, je veux dire, on en parlera après, je pense. Mais je vais pas être là, je veux aller à tel endroit pour faire telle voix, puis faire que ça, tu sais. OK. Donc, tu te déplaces pas, tu fais pas un voyage pour une voix, exemple. Ben, je dis pas que ça arrivera jamais, mais... Il y a toujours un peu plus au top des autres, mettons. Mais... Oui, c'est ça. Félicien, lui, se déplace pour une voix. non, moi, c'est pareil. Plusieurs voix, mais il y en a toujours une qui est c'est ça, plus attirante. J'ai des idées en tête, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas là en mode fermé. Et là, je vais faire ça, puis that's it. Là. OK. Après, tu sais, mettons que je vais à tel endroit où je sais que le style c'est plus long, ou au contraire, c'est plus bloc, ou c'est plus tel type de préhension, ben, tu sais, je vais en tenir compte dans ce que je fais en vue de ce trip-là. Mais c'est ça. OK. Il y a moyen d'avoir beaucoup d'informations maintenant avec les topos. Comme le topo de la Turquie, il a été acheté il y a 2 mois. Fait que déjà, on peut regarder, magasiner un petit peu. Il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur Internet. Fait que moi, j'aime sélectionner 4 ou 5 que je trouve vraiment belles. OK. Puis c'est sûr qu'il y en a toujours une dans l'eau où c'est comme celle-ci, ce serait incroyable que ça marche. Ouais. Puis après, dans les premières étapes du voyage, ben, moi, je fais comme un par un, je mets un essai dans chaque. OK. Puis je prends celle que je trouve la plus belle. Pas nécessairement la plus facile pour moi, c'est plus coup de cœur, parce que je me dis, si je pars sans, ben, je vais avoir envie de revenir sur un autre voyage. Pour la faire, il faut que ce soit... C'est un projet, c'est beaucoup d'investissement. Beaucoup d'essais, il faut que ce soit un coup de cœur. D'habitude, une voix que j'aime pas au premier essai, je vais mettre un deuxième ou un troisième éventuellement, mais surtout en voyage, on n'a pas beaucoup de temps pour que ce soit, soit incroyable. C'est comme une date, dans le fond. C'est comme si tu en allais sur une date avec quelqu'un, puis là, tu dis, OK, tu essaies, puis j'ai un coup de cœur avec cette voix-là, puis après ça, là, OK, ça vaut la peine de mettre plus d'efforts. Après, donc, le plaisir est super important. Faut pas que ce soit une corvée. Puis même si on perd le plaisir, on a fait une dizaine d'essais dans la voix, puis on se rend compte qu'elle est pas si belle, ben, oser comme passer à autre chose, tester, puis après tu choisis un petit peu plus. Plus le voyage est long, plus tu as le temps de faire ça. Si tu as juste 3 semaines de voyage, il faut que cette phase-là soit efficace. Tu arrives avec 4-5 idées en tête. Moi, idéalement, dans les 2-3 premiers jours, je travaille pas la voix pour la sender, mais je veux juste voir si je l'aime, puis je fais mon choix. Puis tu réajustes ta stratégie avec ce qui est réaliste. Crème, c'est clair. Puis ça doit pas être facile. Par contre, si exemple, tu commences avec une voix qui est un coup de cœur, puis là, finalement, crime, je veux la remettre à plus tard, ça doit pas être... Ça dépend. On a quand même moi, j'ai beaucoup de plaisir à n'importe quelle voix. Une 5-10 va être aussi cool qu'un projet. Fait que non, tu choisis, puis au pire, ça peut être pour un prochain voyage. Exact. Puis il y a plein de conditions qui arrivent en jeu. Il y a le fait de l'aimer, mais par exemple, au Red, je voulais essayer Pure Imagination. Puis c'est quand même isolé comme voix. Il n'y a pas grand autre voix autour, fait que c'était pas facile d'avoir des partenaires aussi qui allaient là-bas. Ça rentre en condition aussi. C'est clair. La voix était vraiment beaucoup trop dure pour ma condition du moment. Puis trouver des partenaires, c'était difficile. Fait que pour moi, c'était vraiment facile de me dire, je me préparais mieux, puis je le ferai un prochain voyage. C'est moins dur sur le moral aussi que de aller droit dans un mur. Tu sais que c'est le mur, mais tu vas essayer pareil. Puis est-ce que vous... ça me monte comme question, mais est-ce que vous prévoyez... Parce que chaque voix veut pas, quand tu arrives dans un autre pays, par exemple, que tu connais pas, puis que c'est la première fois que tu arrives là, est-ce que vous essayez de prévoir à l'avance le fait qu'il va y avoir, mettons, 45 minutes d'approche, puis que c'est difficile de... qu'il y a comme plusieurs détails qui se mettent à l'encontre de ce serait quoi le mot? De l'efficience d'aller faire ce projet-là? Ou... Tout ce qui est contrôlable, en fait. Plus ton laps de temps il est court, si tu pars 3 mois en voyage, tu as le temps de faire tout ça, mais si tu as 3 semaines ou 6 semaines, l'idée, en gros, c'est de contrôler tout ce qui est contrôlable. Donc,
le choix de partenaire, sur place, l'approche. Si tu vas à Céuse, il y a 1h à 1h30 de marche. Si tu n'as pas prévu de t'entraîner un minimum avec la marche. Ouais, c'est clair. 1h30 aller, 1h30 retour. Ben, ça va plus vite à la descente. Là, mettons 1h descendre, mais Mettons au début 1h15. C'est ça. Puis avec un peu de chance, tu gagnes en forme au fur et à mesure du temps. Puis moi, à l'époque, on cachait les voies en haut, mais maintenant, il y a tellement les cordes. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est encore tant faisable parce que il y a du monde, puis c'est ça. Mais oui, il faut tenir compte de tout ça, puis tu sais, il faut être capable de se réadapter. Mettons, aussi en termes de motivation, là, moi, j'étais arrivée à Red la dernière fois, puis aussi, j'avais vraiment envie d'aller dans Pure Imagination. J'avais déjà fait une montée dedans avant, puis c'est aussi que c'est une voie mythique que je me rappelle de l'avoir vue dans des magazines d'escalade quand j'avais 10 ans, puis que c'était genre « wow », fait que c'est genre... Puis c'est la King Line de Red, en tout cas, selon moi. Mais... après, pendant le trip, genre, je sais pas, on était juste à un autre crag un jour, puis là, j'ai décidé d'aller essayer Southern Smoke parce qu'on était là. Puis après, j'étais vraiment stoked. Et du coup, j'ai plus mis d'efforts là-dedans. Puis après la fin du trip, j'ai fait le choix de faire des voies un peu plus faciles, mais de pas aller m'enfermer dans Pure Imagination, pour toute une série de raisons, dont le fait que c'est extrêmement dur sur la peau, fait que tu dois moins grimper. Puis c'était la raison principale, mais je préférais faire d'autres voies. Mais tu sais, c'est ça. Puis, mais ça peut être, je sais pas moi, finalement, la voie est plein sud, puis tu arrives là, puis il fait hyper chaud, peut-être pas choisir autre chose. Ou bien les gens avec qui tu grimpes sont moins stoked pour ce crag-là. C'est clair. Faut quand même se garder l'esprit ouvert. Puis, c'est ça, être capable de s'adapter. Puis surtout de suivre sa motivation. Parce que, comme disait Félicien, là, si tu forces la chose, ça va pas se passer. Exact. Il faut comme suivre un peu le stoke. Si tu l'as dit, tu as essayé Pure Imagination, puis là, finalement, après ça, tu es allé essayer Southern Smoke. Puis là, ton cœur, ton âme de grimpeuse t'amenait plus vers... c'est ça, c'était moins busy aussi. Puis c'était genre un effort, c'est full résistant. Puis moi, j'adore ça. En termes de style, ça me correspondait vraiment. Puis finalement, j'ai mis plus d'efforts là-dedans. Puis Pure Imagination, ça sera pour une autre fois, parce que ça reste ma dreamline d'enfance, en tout cas à Red. C'est dans tes plans, j'imagine, dans les prochaines années? Je sais pas quand je pourrais resserrer des crimps, là, parce que c'est quand même crimpy. Mais moi, j'y crois. Éventuellement, Nice. Puis là, tu sais, on a soulevé un petit peu ce point-là pendant que vous parliez. Puis c'est un de nos auditeurs, justement, hier, qui nous a posé une question sur Instagram. La question est la suivante. Est-ce que, quand vous partez en voyage pour des projets, vous choisissez vos partenaires en fonction des projets que vous voulez entreprendre? Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant le podcast, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment comme ultra motivé. Puis c'est un travail d'équipe. Le partenaire est là comme à chaque jour avec toi. Donc, c'est sûr, c'est super important que ce soit un teamwork avec la personne. Moi, je voyage toujours avec ma copine Erika. Là, ça va super bien. Puis c'est génial là, d'avoir cette motivation. C'est sûr que le choix du voyage, le choix du crag, il est important parce qu'il doit être ajusté à l'autre personne. En fonction du style, ce que la personne aime. Moi, j'aime beaucoup les colonnettes. Erika, elle aime beaucoup moins les fans des crimps. On va au Red en mois de mars. Puis la Turquie, c'est comme plus pour moi. 50-50, mais pas dans le même voyage, dans deux voyages différents. Deux voyages différents. Ça pourrait être des compromis, puis que ce soit vraiment égalité. Sur le week-end, une journée pour l'un, une journée pour l'autre, demi-journée. Il y a toujours moyen de trouver des astuces. Moi, c'est un peu pareil aussi, là. Je pense, je vais pas... je veux grimper avec des gens, avec des gens avec qui je suis bien. Fait que je grimpe beaucoup avec mon chum Vince, mais aussi d'autres amis. Et c'est ça, on n'a pas forcément le même niveau, pas du tout en fait. Mais le tout, c'est de se parler. Puis ça arrive que l'idéal, c'est si tu as un crag où il y en a pour tout le monde, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Fait que sinon, tu peux faire une journée ou une demi-journée plus pour l'un, puis
l'autre pour l'autre. Puis t'es en mode beaucoup plus support, où tu peux grimper un peu aussi, là, mais... c'est clair. Puis c'est ça, je pense... Moi, j'aime ça, surtout quand j'essaye quelque chose de limite ou tu sais, mentalement, ça me prend beaucoup d'énergie. J'aime ça de sentir surtout que la personne qui m'assure est avec moi, puis j'ai besoin de son soutien, fait que... Tu sais, genre, ça n'a rien à voir avec le niveau, là. L'important, c'est que c'est plutôt la relation que tu as avec la personne, puis... Puis, c'est ça, on s'adapte, là. Ouais. Genre, si on n'a pas le même niveau ou si on n'est pas motivé par les mêmes choses, on s'arrange. Faut juste se parler, là. Ouais. Surtout dans des gros projets, ça, tu passes par des émotions vraiment variées. C'est sûr qu'il va y avoir des phases où tu vas être pas bien dans ta peau, puis te remettre en question. Est-ce que je continue le projet? Est-ce que je l'abandonne? Ou qu'est-ce que je fais là-dedans? Puis le partenaire est vraiment comme super important là-dedans. La chimie. Non, lâche pas. On essaie de plus. Essaye ça. Ou même pour être à l'aise. Tu sais, moi, ça m'arrive encore de ne pas être à l'aise si c'est vraiment run-out ou si je sais que je vais skipper tel dégaine parce que c'est la seule façon, puis que ça va être une grosse chute ou qu'il y a peut-être une vire plus bas, qu'il faut faire attention, tout ça. Tu sais, c'est vraiment pas n'importe qui que je vais truster pour qu'il m'assure. Tu sais, ça a le soutien moral, mental, mais tu as aussi cet aspect-là. Il y a un lien de confiance qui s'établit avec le temps. Puis c'est important. Crime, c'est très hot. Puis... Ça passe même pas par de la communication. Moi, je sais, si je suis au-dessus de la botte, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Tant qu'Erika me dit pas « inquiète-toi ». Ça arrive. Il n'y a pas besoin de inquiète-toi, Félicien. C'est le temps d'avoir peur. Je sais que la personne est en train de veiller sur moi. Et ses affaires, c'est ça. Si tu grimpes avec un nouveau partenaire, ce lien doit se développer. Puis c'est vrai même si tu sais que c'est un très bon grimpeur, qu'il a de l'expérience, mais si tu le connais juste pas, tu sais, genre... Faut développer la confiance. OK. Ouais, c'est intéressant. Ça prend quelques essais. Ah, c'est hot. Puis c'est cool aussi de voir que vous avez des plans pour pouvoir grimper avec des gens, justement, qui sont pas nécessairement au même niveau que vous. Parce que, les deux, vous grimpez dans le 5-14 et plus. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là pantoute. Donc, de pouvoir... Tu sais, que vous me dites que vous êtes capable de splitter les journées, puis de comprendre qu'il n'y a pas une énorme différence dans votre façon d'approche avec des gens qui grimpent pas au même niveau que vous, c'est cool aussi, là. Il y a aussi le côté, le style que la personne aime. Si elle est plus grimpeuse à vue, si la personne aime plus des projets, parce que c'est sûr qu'on va rester peut-être 1 heure dans le projet. Donc la personne, si elle est moins habituée à des projets, elle peut trouver ça long. Encore là, il y a moyen toujours de trouver des stratégies. Erika, des fois, elle arrive au crack, puis fait 3-4 voies de suite. Puis là, elle a son bonheur, puis après, moi, je fais 1 heure. Peut-être juste pour mettre une parenthèse, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui grimpe depuis super longtemps qui nous écoute, mais grimpe à vue, c'est grimper sans avoir jamais vu. Exact, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fait beaucoup de volume, c'est ça, exact. C'est plus facile. OK. Crime, c'est très... une personne qui est vraiment motivée. Moi, ça me dérange pas de grimper avec quelqu'un qui grimpe 5-9, mais qui est vraiment motivé. Là, il arrive au crack, puis il clip direct en arrivant. C'est une question d'énergie, là, tu sens le transfert d'émotion d'énergie qui est là. Oui, c'est clair. Si la personne crie, là, c'est comme... D'être un peu OK sur les attentes de tout le monde à la base, là, parce que, tu sais, moi, genre, je grimpe, là. Je vais vouloir faire le max d'essais possible dans la luminosité qu'on a, ou voir grimper à la Tika, dépendamment, en tout cas, à la lampe frontale. Mais, tu sais, si je grimpe avec quelqu'un qui veut faire une voie puis s'en aller, ça va pas marcher. Non, c'est ça, exact, c'est ça. Ça se discute avant un voyage, avec ton partenaire, les attentes. OK, moi, je commence à Cuba avec Erika, on commence à 5 h du matin. Puis on finissait à la frontale. Tu te levais à 5 h du matin ou tu arrivais au crack? On arrivait au lever du soleil. Ouf, OK. Puis Erika me tirait du lit. C'est quelque chose que tu dois discuter à l'avance. Si quelqu'un se réveille à 11 h chaque matin, c'est sûr que ça va faire de la discorde. Puis... Ben oui, c'est clair. Puis c'est important que c'est ça, que les attentes soient mises dès le départ. Parce que s'il y a des non-dits, puis que tu arrives en voyage, puis que... moi, je m'attendais à ce qu'on commence à grimper de 10, puis qu'on finisse à 4. Mais finalement, il y en a un qui veut se lever à 5 h puis finir à 9 le soir. Tu sais, c'est pas pareil. Là, au-delà du niveau, c'est tout ça qu'il faut regarder puis voir si tu es sur la même longueur d'onde. Oui, j'aime ça. Cool. Ça ressemble à quoi, dans le fond, votre processus de projecting?
plus en termes micro-bêta. Quand vous arrivez devant un projet, c'est quoi vos étapes? Surtout Puis on pourrait prendre... Non, juste lancer la question comme ça. Ouais, ça ressemble à quoi vos étapes? OK. Ben moi, la première grosse étape, et c'est peut-être la plus dure mentalement, c'est d'aller dans la voie. OK. Genre, parce que c'est niaiseux, mais parfois, encore maintenant, je me laisse intimider, surtout par la ligne. Là. Ouais. Et si je sais que c'est supposé être tel niveau que ça va être dur. Mais, fait que je suis vraiment soulagée quand j'ai fait ma première montée, parce que c'est con, mais je suis intimidée, et puis ça me stresse. Fait que ça, c'est la première grosse étape. Alors pour ça, mettons que, je sais pas moi, je veux aller faire ma première montée dans une voie que je sais qui va être dure ou qui est intimidante. Ben, il faut que je me mette. Cette journée-là, c'est ça l'objectif. Puis, tu sais, je vais m'échauffer. Et puis après, ça va être la première chose que je vais faire. OK. Parce que je veux encore être fraîche mentalement, physiquement aussi, mais surtout mentalement. Et puis juste y aller. Et puis en fait, faut juste y aller. Là. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être shut down, puis parfois c'est ça, là. Mais c'est comme... C'est un peu vulnérable d'aller se lancer dans qui est potentiellement un gros défi. Puis pour cette première montée, justement, un truc, c'est que... Ben moi, avant, j'utilisais jamais de stick clip. Là. Je sais pas, c'est une vieille mentalité de old school. Plus européenne. De ne pas utiliser des... Genre, j'ai pas utilisé de stick clip jusqu'à, je sais pas là, pendant très, très longtemps. Ouais. Puis encore moins le traîner dans la voie. J'étais comme là, tu sais, c'était comme, non, faut y aller ground up, faut se prendre les plombs. Tu sais, genre, c'est con, mais c'est un peu... Un peu honteux au début. Oui, c'est ça. C'est comme... quasiment mal de le faire. Tu sens que tu triches un peu, mais... Oui, c'est comme... Tu sais, genre, je sais pas, j'ai l'impression que... J'ai été éduquée, entre guillemets, en tant que grimpeuse de même. Puis ça fait vraiment pas longtemps que... Parfois, je dis pas que je vais stick-clipper toutes les dégaines. C'est pas forcément ça. Mais si j'arrive à un endroit, faut pas que ça soit trop déversant non plus, sinon ça marche pas. Et que je me fais vraiment shut down et que j'arrive pas à figurer cette séquence, que la chute est potentiellement apeurante, ben de stick-clipper, puis d'aller voir, puis de démystifier, ben, ça peut vraiment aider. Okay. Après, tu ne dois pas forcément grimper avec le stick-clip à ton harnais tout le long. Là. Tu peux le laisser sur une dégaine. Puis tu t'arranges, mais ça, c'est une bonne stratégie. Puis... Tout dans le crux de la voie. C'est ça. La première fois, on ne sait même pas où sont les prises. Donc, juste de le stick-clipper, puis en moulinette, repérer les prises. Sinon, tu peux facilement forcer pour rien pendant 1 heure sans même tirer dans les vraies prises de la voie. Donc, juste le repérage de prises. Aller voir le haut aussi, pour voir si on aime la voie, de pas juste... Surtout si le crux, des fois, est en début de voie. Donc, ça peut jouer sur le moral. Ouais, c'est ça. Puis, si on est dans la première montée aussi, tu sais, je pense qu'il ne faut pas se décourager si tu n'as pas figuré tous les crux ou s'il y a des sections qui te paraissent vraiment... impossible. Dur et tout, c'est quand même dingue à quel point on peut s'améliorer avec le temps et les essais dans la boîte. Puis parfois, ben, ça se peut que tu doives retourner avec une séance spécifique où tu dis, OK, mon but, c'est de figurer ce crux, puis de trouver la bêta, puis c'est ça l'objectif. Fait que c'est ça. Je te laisse y aller. Mais c'est le début du processus. Mais c'est vraiment le fun parce que même moi qui est tu sais, je fais du blog beaucoup plus que de la voix. Puis tu sais, dehors, exemple, que je m'en vais dans un projet que je sais que c'est dans ma limite, on dirait que le premier step qui est juste de toucher à la roche puis de donner un essai dedans, c'est comme, ça fait peur. Ça fait comme peur parce que tu t'embarques dans quelque chose que c'est de l'inconnu. Puis ça vient toucher un petit peu à l'ego en même temps parce que l'ego a peur de s'essayer dans quelque chose de nouveau, de se faire shut down. Puis là, OK, toutes les petites voix puis les petites histoires commencent à embarquer dans notre tête. Mais moi, je remarque que aussi, après mon premier essai, mettons que j'essaye un V8 dehors, par exemple. Puis moi, mettons pour moi, V7, V8, c'est pas mal dans ma limite à l'extérieur. Ben, je sais qu'après l'avoir essayé, puis que je sois tombé, je vais comme être « Ah, OK, comme je l'ai fait, j'ai pas réussi, mais je suis pas mort. » Fait qu'on peut, là, on dirait que on brise déjà là une barrière mentale que je peux travailler le problème, je peux avancer dans le fond dans cette direction-là. Fait que je pense que le même principe peut s'appliquer aussi à la voix. Là. Fait que c'est vraiment... le plus dur, là, briser la glace du premier. Vraiment. Ouais, de démystifier, parce que quelque part, tu sais, genre,
parfois, tu as l'impression que ça va être une telle montagne, là, tellement dure, puis parfois, tu es agréablement surpris. Parfois, moi, j'ai un souvenir il y a longtemps, là, mais en Espagne, j'allais souvent à Rodayar pendant une période l'été, puis il y avait une méga king line, mais super intimidante. Puis je l'ai pas essayé pendant mes 2-3 premiers trips. Puis finalement, quand j'ai été dedans, je l'ai fait au deuxième essai, puis c'était pas si dur. C'est cool. Ouais. Mais c'est juste que pendant 3 ans, j'étais tellement intimidée. Puis en fait, c'était pas si dur. Oui, exact, c'est ça. C'est toutes des histoires, dans le fond. Ouais. C'est ça. Ah. Moi, quand je vais en voyage, au début, c'est vraiment le magasinage pour trouver celle que j'aime le plus. Après ça, j'ai vraiment une règle que je me suis instaurée, c'est que j'ai pas le choix de faire 3 essais. J'aime ça, les règles. J'aime ça. Une fois sur 2, je suis vraiment intimidé. Même après 4-5 essais, je pense à Lévi Nastro, chaque fois, j'étais intimidé. Puis chaque fois, je me donnais toutes les raisons. J'avais le goût de faire autre chose. Et je m'étais imposé la règle de 3 essais obligatoires. Nice. Puis même si physiquement, dans les premières fois qu'on fait un truc très dur, on est vraiment très, très fatigué après le premier ou le deuxième. Mais il y a toujours des choses à apprendre. Moi, je me dis, 14B, mettons, c'est jusqu'à 50 essais, par exemple. Il faut que je fasse ces 50 essais comme coûte que coûte. Fait que chaque essai va me rapprocher de ce but. Ouais. Fait que ça peut être après, il y a plein de choses à apprendre. Justement, dans le crux, on peut comme skipper le crux, puis aller travailler la fin de la voie, là où tout le monde tombe, là, le 5-10 final, puis quand tu arrives stressé, que tu n'as jamais travaillé, tu tombes. Ça peut être des positions de repos. Travailler les repos, c'est un peu bizarre à dire, mais trouver la meilleure position qui fait que tu vas bien te reposer, travailler les dégaines, les clips. Fait que tout ça, c'est des petits apprentissages qu'on peut faire. Puis souvent, il n'y a pas un seul go dans une voie qui est inefficace. Des fois, on va s'être rapproché un petit peu plus, on va comprendre qu'en tournant les hanches comme ça marche mieux. Fait que c'est la règle des 3 essais, pour moi, elle est super efficace. Pour, du 50 essais sur une 5-14B, à peu près, là, que tu te donnes comme... C'est de mettre les essais, une 5-14A, ça va être jusqu'à 20 essais, mettons. Fait que je sais qu'il faut que je mette ces 20 essais. Et que plus vite je le fais, mieux c'est. C'est clair. Je pourrais l'étaler sur 10 ans, puis mettre un essai chaque mois. Mais autant le faire, puis comme... Ben oui. C'est drôle, moi, j'ai pas du tout de guideline carré de même. Mais en fait, en vrai, je pense que j'ai moins fait de projets à long terme que toi. Généralement, là. Fait que c'est marrant. Mais j'ai pas vraiment de règles, mais je pense que... Combien d'essais par jour, maintenant, tu mets dans Southern Smoke? Ben moi, je suis quelqu'un qui... J'aime ça grimper beaucoup, puis je me sens bien quand je grimpe beaucoup. Alors, j'étais vraiment pas tous les jours dedans, là, parce que ça aurait pas été possible, mais ça m'arrivait de mettre... ça va paraître beaucoup, mais 5 essais dedans. OK, c'est bon. Mais dans la même journée. Mais c'est aussi parce que cette voie-là, c'est méga résistant. Puis j'avais besoin, même si je m'étais entraînée beaucoup, puis j'étais arrivée en forme, mais j'avais besoin de gagner dans la résistance spécifique de cette voie-là, parce que, tu sais, c'était comme hyper... toute une section vraiment clé pour la voie de 3 dégaines où tu sais pas micro-shaker une seule fois parce que tu es tout en compression. Fait que j'avais besoin de vraiment builder physiquement cette résistance-là. Mais ça pouvait être aussi comme disait Félicien, là, une fois qu'on passe cette section-là, il y a comme toute une fin qui est loin d'être finie, mais de vraiment pas la marcher, mais c'est une chorégraphie. Que tu connais par cœur, c'est comme bang, bang, bang. D'être vraiment à l'aise ou sûr dans tout ce que tu fais là-dedans, que ce soit les positions de repos, le second crux, etc. Et d'avoir la marge physique et d'être capable de se refaire aussi dans les repos pour que le jour, parce que moi, la fois où j'ai passé toute cette section de 3 dégaines, ben, j'ai scindé parce que je dis pas que c'était un given, mais je connaissais tellement la fin, puis que, tu sais, ça peut arriver que tu tombes après le là, c'est pas vraiment un crux, plus une longue section crux, mais puis il y a plein de gens qui tombent là-haut, là, mais tu sais, moi je qu'on voit les gens tomber à la fin. Il y a comme un méga dead point qui est le dernier mot. Mais tu sais, pour se donner le plus de chances de vraiment connaître cette section-là de la voie, puis dans tous ces détails, en fait, là, ben ça, c'est important.
Puis, mais comme je disais, là, je fais pas des journées de même à tous les jours. Je pourrais pas parce que j'étais raquée, mais un truc pas possible. Ouais. Surtout au début, là. C'est taxant, c'est sûr. Genre j'étais tellement raquée que j'avais de la misère à dormir. Ça me réveillait tellement j'avais mal aux muscles. Des petits spasmes, là, tu sais. Puis la peau aussi, là. Après, tout le monde a des peaux, des types de peaux différentes, mais en tout cas, moi, j'ai tendance à avoir beaucoup de splits, puis ça marchait juste pas de plus avoir de peau le lendemain. Fait que je pense que ce qui est cool dans un trip d'escalade, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est d'avoir des journées dédiées à, mettons, tu as un projet à ton projet, avec des sous-objectifs pour la journée même, mais aussi d'avoir d'autres journées où, moi, j'aime ça, avoir soit des projets connexes, ou de faire beaucoup de à vue, ou juste une journée plus relaxe de volume, mais tu sais, de varier, que ça soit tant pour la motivation, mais aussi physiquement, là, parce que parfois, c'est tellement limite qu'au final, tu grimpes, tu fais du bloc dans ton projet pendant longtemps. Ça bouge pas beaucoup. C'est clair. Fait que si tu fais que ça, ben, t'auras jamais... Ben, tu vas perdre ta résine. Tu sais, genre, ta forme va descendre. Fait que l'important de varier tant pour la peau que physiquement, que mentalement, pour pas burn-out non plus, je pense que c'est clé, là. Garder le plaisir, là, quand tu fais longtemps, ben, on a une certaine marge, puis ça moi j'aime en voyage faire une journée projet, puis une journée de à vue. Un jour off, puis après je recommence. Puis après 2 jours off. Ça permet de garder le mental. Sinon, c'est dur ça reste de l'échec en permanence. Exact. Ça fait du bien d'avoir des petites victoires en parallèle. J'aime tourner, moi, sur 3 voies. Une voie très dure, une voie moyenne, puis une voie plus facile. Puis dès que je scène une facile, je la remplace par une autre facile. Dès que je scène une moyenne, je la remplace par la moyenne. Puis ça fait que tu scènes quand même des choses. C'est nice, ça te maintient comme actif. Si tu finis le voyage avec juste un gros objectif, ça se peut que tu repartes sans, puis tu vas avoir l'impression d'avoir rien fait de ton voyage. Ou même d'avoir des voies dans plusieurs... ton projet principal, puis des side projects, ou même pas, là, ça peut être des voies que tu fais en quelques essais ou que tu as vues, mais d'avoir quelques side projects ou d'essayer des voies dans un style différent aussi, tu sais, c'est cool, puis tu sais, physiquement, c'est plus complet, mais c'est aussi que c'est rafraîchissant mentalement. Puis... c'est un entraînement aussi en soi. Le temps que tu ramasses le bêta dans ton projet, comme disait Mathilde, comme le fait de faire 5 ou 6 essais, tu t'entraînes en même temps. Tu fais des voies à côté, tu t'entraînes. Que tu ramasses le bêta, oui, mais tu fais ton travail spécifique en même temps. C'est ça. Crime, c'est cool. Puis est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage ou même pas nécessairement dans votre entourage, qu'eux autres, c'est complètement le contraire, qui arrivent dans un endroit, ils ont 2 semaines, c'est la voie, je fais juste ça pendant 2 semaines? Ou c'est quand même assez rare? Moi, j'en connais. Ça se passe pas toujours bien, leur trip. C'est ça, moi aussi. Je dis pas que... Tu sais, si toi, tu fonctionnes de même, puis que... Moi, je fonctionnerais pas de même, personnellement. Mais ça marche bien pour toi, OK, mais je connais beaucoup d'exemples de gens qui arrivent craqués à tel endroit pour telle voie, qui s'enferment dedans, que ça va pas comme ils veulent, puis qu'ils dépriment, puis... Le voyage est dur, là. Puis... S'il y avait un certain plaisir qui se dégageait de ça... 100%, ce serait vraiment intéressant, je pense. Mais moi, je vois plus d'effets négatifs que oui, c'est clair. Ouais, puis si on en revient aussi au fait de... Tu sais, si tu grimpes avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi ou qui veulent aller essayer d'autres voies ou qui ont un niveau différent, peu importe, tu sais, là aussi, on va pas toujours aller au crag où il y a ton projet. Là, exact, c'est ça. Genre, fait que ça fait partie de tout ça aussi. Ça donne bien quelque part. Puis... Tu peux ajuster aussi, justement. Tu sais, comme je prends l'exemple. Moi, mettons, l'an passé, je suis parti 3 semaines à Joe's Valley, tu sais, pour faire un voyage de bloc. Puis là, dans le fond, dans 1 mois et demi, je repars à Joe's aussi pour un autre voyage de bloc là-bas. Puis, tu sais, moi, mon niveau, il était pas nécessairement au même niveau. T'sais, on était comme 3 tranches, si on veut, de niveau. Fait que, plus des gens qui démarraient. Il y avait moi qui était comme plus un intermédiaire. Puis tu avais mes amis qui étaient plus dans le V10, 11, tu sais, comme plus un haut niveau de bouldering. Puis moi, exemple, quand c'était mes amis qui grimpaient, moi, c'était plus mes journées off. Alors que le contraire pouvait comme s'appliquer quand moi, c'était mes journées de projet, les autres, c'était leur journée off. Fait que c'est quand même bien de pouvoir... Ou leur journée de volume, là, parce que mes projets, c'était le volume de ceux qui étaient le plus forts, mais bref, ça, c'est une autre discussion. Là. Mais je pense que c'est intéressant de voir ça comme ça. Puis encore une fois, je pense que quand on discute de ça avec les personnes avec qui on va voyager au début, c'est bon de le planifier, tu sais, aussi. Puis là,
on a parlé de, en général, c'est quoi votre stratégie pour project une voix. Mais si on rentre encore plus granulairement là-dedans, quand vous arrivez dans le crux d'une voix, c'est quoi votre processus pour, si vous en avez un, pour analyser ce crux-là, puis le peaufiner, puis l'améliorer? Ben, juste en nombre d'essais, moi, mon premier essai dans la voix, c'est vraiment repérage de prise Ouais. au complet. Fait que je m'attarde même pas tant dans le crux. Je veux juste OK. aller jusqu'en haut pour voir si je l'aime. Ouais. Deuxième essai, je commence à travailler un petit peu le crux. Souvent, moi, je me donne 4-5 essais dans le crux maximal. Puis ensuite, je passe au-dessus. C'est rare qu'on réussisse, pour moi, que je réussisse le crux avant 5 ou 6 essais. OK. Fait que pas se laisser trop intimider par réussir tous les mouvements. OK. Des fois, certaines personnes vont se dire « Ah, si j'arrive pas à un mouvement, ça passera jamais. » Mais Ouais. en décortiquant techniquement, des fois, après 10 essais, on trouve un bêta comme vraiment idéal pour nous. Puis on n'est pas plus fort à ce moment-là. C'est juste OK. techniquement, on a trouvé Trouver la une façon. astuce. Ouais. Ouais. Si Puis on est plus vous petit, y acharnez pas, exemple. Si mettons, tu vas pas t'acharner. Là, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, tu grimpes la voix une fois. Là, après ça, tu retournes dans le crux. Ouais. Là, tu vas donner 5-6 essais. 4-5 essais, puis ensuite, je travaille le bas puis le haut. OK. Si, mettons, il y a un trésor juste avant Ouais. le V10, il faut que le trésor soit trésor, puis idéalement même Ouais. poussé, parce que tu vas arriver dans ton crux moins fatigué. Ouais. Donc, je travaille ça en parallèle. De toute façon, au niveau physique, après 4-5 essais dans le crux, souvent, c'est moins stratégique de rester là. Ouais, c'est ça. Ça part Même plus. mentalement, c'est dur de rester avec une espèce d'agressivité. Ouais. Donc, après 4-5 essais, on voit d'autres choses. Mhm. Puis ça joue dans le côté plaisir aussi. C'est Que ça. chaque essai, on soit avec des petites victoires, mettons. Ouais. Il y a beaucoup un aspect mental, c'est vraiment ce que je comprends, là, d'essayer de. Tu sais, parce que on dirait que de façon logique, moi, mettons, ce que je me serais dit, ce serait OK, j'essaie la voix, là, après ça, j'essaie le crux, puis là, OK, là, je donne beaucoup d'essais dans le crux pour le maîtriser parce que c'est comme le bout le plus difficile de la voix, mais mentalement, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Tu sais, c'est difficile de rester comme agressif. Puis de continuer à donner des essais vraiment à 100% dans le crux parce qu'on en a besoin dans le crux d'être vraiment full pin. Fait que de relouper puis de retourner dans d'autres parties de la voix pour se donner un petit peu de motivation puis retourner plus tard dans le crux ou une autre journée dans le crux, je pense que Simplifier la voix, chaque partie. Moi, j'aime bien la Ouais. découper en... Quand on a un V5, repos, ensuite un 12C, repos, Ouais. V10. Puis chaque morceau, faut le simplifier au maximum. Puis Mhm. chaque morceau est aussi important que le crux. Mm. Même souvent, le crux, c'est l'endroit où on est à sa limite. Donc, c'est difficile de le simplifier tant que ça. Mhm. On a moins de marge de manœuvre, d'être technique. OK. Cool. Alors que les parties plus simples, on peut vraiment les simplifier OK. vraiment fort. Ouais. Moi, C'est une idéologie différente. ben, en fait, ça dépend. Mais moi, je suis un Dépend peu, des voix, ouais. je suis un peu têtue là. Fait que j'avoue que je peux plus m'acharner que toi pour essayer de faire les moves, même si c'est ma première montée. OK. Ça m'est arrivé d'avoir une espèce de spirale négative parce que je trouvais pas la bêta. Puis Pour le crux, c'est pour le ouais. crux, puis là, c'était une erreur là. Fait que finalement, je sais pas combien de temps je suis restée là, puis je devenais, pour être honnête, un peu chiante pour mon assurance. 48 heures plus tard, la fille est encore là. Mais c'est ça, j'étais comme frustrée, puis je tournais en boucle, puis je Ouais. trouvais pas. Finalement, je suis descendue, puis je suis retournée un autre jour en me disant, OK, aujourd'hui, je trouve, tu sais, le but, c'est de trouver de quoi, là, tu sais, genre, il doit y avoir de quoi que j'ai pas spoté. Puis ça, c'est une tangente, là, mais moi, un truc qui m'aide beaucoup, Mhm. et ce qui m'a aidé cette fois-là, c'est que il fallait juste que je trouve le pied. OK. Ben, je veux dire, c'est un rocher où tu as plein de trous. Fait qu'il y a 50 000 possibilités. Ouais. Mais je fais, OK, il faut que j'ai un bon pied, fait que ça va être ça. Fait que ma séquence de main a fini par en découler, puis j'ai trouvé ma bêta. Mais c'est vrai à vue aussi, là. Genre, souvent, quand t'es pas tant sûr de ta séquence, moi, souvent, je décide ce que je fais en fonction des pieds. Mm. Tu sais, genre, c'est vraiment... C'est juste un... OK. Juste un détail, mais que je Non, mais trouve c'est intéressant, super ouais. important. Après, ouais, c'est ça. Pour en revenir à travailler une voix, Ouais. ben, c'est vrai que je peux un peu trop m'acharner à la première montée, mais il faut être capable de let it go. Je pense que c'est plus Après, il y a très... l'idéal que moi j'ai, puis il y a aussi le OK, encore un essai, encore un Ouais, c'est ça. Il y a le monde utopique. Le là, de 4 la à 5 chose. essais, c'est ce que j'aimerais faire à chaque fois. OK. Mais c'est sûr que des fois, on s'acharne. Mais- C'est normal. Là. Mais c'est ça. Après, les autres essais, ben, après avoir fait la première montée, tu as généralement une meilleure idée des requis de la voix. Mhm. Puis dépendamment de c'est quoi, est-ce que c'est figuré ce crux-là? Est-ce que c'est
se construire juste le fitness pour être capable de faire cette séquence-là, est-ce que c'est juste comme ce qu'on a dit là, ça peut être il faut que tu te reposes parce que no way que tu vas faire le crux après. Il faut que tu trouves ce que j'appelle des pseudo-restes, qui ne sont pas des bons restes, mais où tu es capable de te refaire un peu. C'est vraiment, ça dépend de la voix, mais je pense que de se donner des petits objectifs par jour où tu vas dans ton projet, c'est cool. Puis ça te permet d'avoir des petites victoires mentalement aussi. Puis de décortiquer quelque chose qui pourrait paraître insurmontable en petites étapes. Puis au final, elles s'additionnent, puis on espère. Là. Puis tu fais des progrès, en tout cas. Je ne sais pas si tu vas sender tout de suite, mais... Puis c'est ça. Un truc niaiseux aussi, là, ça peut être de pratiquer certaines chutes. Genre, par exemple, que tu skippes ou pas là, dans un crux, mais le fait d'avoir pratiqué la chute avant, ça va faire que, mais en tout cas, moi, quand je vais être en train de sender et que je sais que je skip parce que no way que je clip là, je sais que la chute est safe. En tout cas, si c'est le même assureur en qui j'ai confiance. Juste pour être pris avec le choix de voir la dégaine, est-ce que je la clip ou pas. C'est un choix qui a déjà été fait. Je choisis de la mettre ou pas, mais c'est un choix éclairé. Donc tu sais avant d'aller dans la voie que si tu sends, tu skips. Puis, tu peux te concentrer sur la voie et non la clip. Fait que dans le fond, c'est comme si à ce moment-là, tu n'as pas à réfléchir sur la voie. Puis tu as prévenu si jamais c'est un peu sketchy, là, tu en as parlé avec ton assureur, il va être attentif. Tu sais, genre... Parce que ça arrive que parfois tu aies des dégaines qui soient juste un point de travail, sauf si tu as la marge en esti et que tu grimpes du 15, je sais pas quoi, mais que tu prends la dégaine en main quand tu travailles la voie et quand tu scènes, tu la skips parce que... Ça tu perds plus d'énergie quasiment à la clipper qu'à monter en haut. Si ton assureur est plus souvent. Oui, c'est ça. Il y a de fortes chances que tu tombes en la clippant parce que c'est juste pas clippable si tu prends pas la dégaine. De choisir une stratégie. Moi, c'est l'inverse. J'ai très peur. Fait que souvent, ça me dérange pas de forcer 4 fois plus. Clipper la dégaine. Parce que je vais avoir trop peur. Tu vas moins skipper si j'engage, je vais consommer de l'énergie à avoir peur. Ouais, je comprends. Mais tant que tu as fait le choix à l'avance de je la mets ou pas, OK. C'est pas dans ta voix que tu penses à ça. Ah, crime, c'est cool. Un truc aussi auquel je pensais, là, c'est même si tu as une bêta pour un crux ou une section, il faut garder l'esprit ouvert, là. Parce que ça se peut que, je sais pas, quand tu essai, finalement, tu trouves soit un micro-détail qui fait toute la différence, soit finalement, tu te dis, en fait, je sais pas, il n'y a pas mieux, puis tu trouves mieux si tu te donnes la peine de chercher, tu sais. Moi, ça m'est arrivé que le plus petit des tom catch, là, genre juste une petite aspérité dans la roche, fasse toute la différence. Genre, puis c'était majeur comme différence pour que je fasse ce crux-là, tu sais. Mais ça, je l'ai vraiment pas vu tout de suite. Là. Non, exact, c'est vrai. Tout le temps, tout remettre en cause. Puis est-ce vraiment mettre un angle. En fait, mettre un angle d'essai. Je me bouge, je m'en allais. Vas-y. Ah oui, je me rappelle. De pas aller trop vite, dans le fond, dans essayer de sender. Passer vraiment beaucoup de temps à trouver du bêta. Puis une erreur que je faisais beaucoup, moi, c'était d'aller trop vite dans le send. Puis là, ça passe pas pour 10 essais. Puis là, on remet en cause. Puis finalement, le V5, il peut devenir un V2 puisqu'on trouve un nouveau clé. C'est ça. Passer beaucoup de temps à simplifier la voie au début. Puis pas trop enchaîner trop vite. C'est cool. Puis pour quelqu'un comme moi qui aime les règles, est-ce que tu as une règle par rapport à ça de OK, là je fais 5 essais. Puis là je suis pas de règle, mais je me fais encore souvent avoir. Après 3 essais de scène, si ça passe pas, souvent je repasse en mode recherche de bêta puis retrouver des nouvelles choses. OK, je comprends. C'est dur à faire parce que souvent j'ai envie de grimper. J'ai pas envie de faire du point à point. On se dit c'est bon, ça va passer, puis au final Puis en tout cas, mais c'est vrai que c'est stratégique, mais parfois c'est compliqué parce que tu as envie de grimper. Puis c'est pas toujours, ça dépend c'est quoi là, mais c'est pas toujours une mauvaise chose parce que si tu fais des links assez tôt, quelque part au niveau entraînement physique, là, tu vas chercher la fitness, c'est ça. C'est un entraînement. Mais c'est comme une balance là, puis faut la naviguer. C'est l'émotion, puis c'est comme une balance entre l'émotion, la logique, les stratégies, puis tout ça, puis d'essayer de
comme Pour tout, faire les deux, oui. Ouais. C'est sûr que plus on avance dans le projet, plus on ligne des passages aussi. Ouais. Plus on grimpe pour de vrai, puis plus ça fait du bien. Exact. Au début, c'est là que c'est important d'avoir d'autres voies en parallèle. Ouais, Parce que sinon, tu fais du bloc sur corde, puis tu grimpes pas du tout. Tu fais juste exact. forcer, ça marche pas, forcer, Ouais. ça marche pas. Oui, tu grimpes pas, en fait. Ouais. Ouais, Tu grimpes pas, non, mais tu sais. Tu grimpes, mais il n'y a pas le flow qui est agréable. Ouais. Ouais, C'est vrai que des fois, tu peux finir une journée, puis te dire, on dirait que j'ai pas grimpé. Ouais. J'ai juste grogné, puis râler. Juste tirer dans des Puis ça pue de peau. J'ai fait du bloc. Ouais. Marquer les micro-détails aussi. Moi, après chaque journée, je marque c'est quoi les avancées, puis je me force à trouver les avancées. Dans un genre de calepin ou dans, dans un journal. Ou, Ça peut être je me suis rapproché de 10 cm. J'ai même pas attrapé la prise encore. Je me suis approché de 10 cm de plus. Marquer les détails de tel thumb catch. Ouais. Ça, c'est plus pour des projets locaux qu'en voyage. Mais ouais, ça aide beaucoup à avoir de la réussite. Ah, c'est intéressant. Un truc méga important auquel je viens de penser, c'est... je suis sûre que tu le fais aussi là, mais justement le soir, après ta journée, ou n'importe quand, la visualisation. Ouais. Moi, j'adore faire ça en m'endormant. OK. Tu sais, avant de m'endormir. Parfois, je m'endors dans ma voix, ça marche moins bien. Mais tu sais, genre, juste, tu grimpes la voix dans ta tête, en fait. Ouais. Puis tu es capable, tu sais, genre, mais en détail, là, que ce soit dans le ressenti, mais tu sais, pas que les mains, évidemment, tu sais, tous les placements, justement, l'histoire du thumb catch, là, tu le visualises aussi. Puis, je pense qu'il y a assez de littérature là-dessus, là, c'est vraiment prouvé que... Ça aide beaucoup. Que ça aide pour beaucoup. mémoriser, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Puis c'est le fun. Ouais, ben oui. C'est ça. Comme une méditation avant de se coucher, tu sais. Des fois, ce que je fais comme exercice, moi, c'est que je mémorise la voix du sol. Chaque fois que j'hésite, dans ma tête 2 secondes, je repars à zéro. OK. Et quand je repars, puis il faut que tout le flow de la voix se fasse sans hésitation dans ma tête. OK. Que j'imagine le moindre move. Ouais. Parce que si tu te dis dans ta tête, sans aucun effort, j'hésite pendant 4 secondes à me rappeler il est où le prochain pied. Ouais. Dans la falaise, avec l'effort en plus, ça va être encore plus dur de se rappeler il est où le pied. OK. Souvent, quand on connaît la chorégraphie par cœur, le send est vraiment proche, je trouve. Ouais. Wow. Chapeau. C'est comme en blog, dans le fond. Oui, il y a plein de parallèles, c'est clair. Même moi, je fais ça. Après, mettons, pas après chaque essai, mais après chaque journée de grimpe, souvent, je vais prendre mon téléphone, puis là, je vais comme me faire mettons, tel projet. Voici, dans le fond, le premier move, le micro-détail que j'essaie de me rappeler, puis tout est marqué un à la suite de l'autre. Puis après ça, quand tu reviens dans ton projet, par exemple, une semaine plus tard ou une couple de jours plus tard, crime, ces notes-là, si je les avais pas pris, peut-être que j'aurais oublié de juste placer mes hanches un petit peu plus à droite ou de rentrer le genou un petit peu plus. Fait que de les marquer, c'est de les relire avant de partir dans le projet. Exact, oui, vraiment. Ouais. Crime, c'est cool. Ça aide beaucoup. Ouais. Question. Comment est-ce que vous faites pour varier vos objectifs quand c'est un voyage de 1 semaine, 3-4 semaines, puis plus long terme? J'imagine qu'il y a une différence. Dans les cotations qu'on choisit. Oui. J'aime beaucoup, moi, le défi puis le doute. Oui. Fait que j'aime être toujours un petit peu trop... jouer avec la limite, mais un petit peu être ambitieux. Puis, faut beaucoup. Ça dépend à quel point tu acceptes l'échec là-dedans. Mais moi, je considère que si je repars sans la voix, c'est pas grave. Je préfère comme avoir une voix que j'ai vraiment un doute. C'est ça qui me challenge, qui me motive beaucoup. Fait qu'avoir des trucs ambitieux, mais sûr, si tu pars 1 semaine... c'est pas les mêmes cotations que si tu pars 3 semaines. Plus tu as de temps, plus tu as une marge d'erreur, plus c'est facile. Là. C'est clair. Moi, c'est un peu différent. Je pense que si je pars 1 semaine, 10 jours, là, je vais pas forcément aller voir un truc méga dur, sauf si je veux juste me faire une idée pour un prochain voyage plus long, là, voir si c'est une voie qui m'intéresserait, puis... exactement c'est quoi la voie, puis qu'est-ce que je peux faire dans mon entraînement, si c'est ça l'objectif d'un futur voyage. Et moi, j'aime ça faire soit full de à vue, soit, tu sais, le sweet spot, c'est des voies genre flashables ou quand même, tu sais que ça va passer en quelques essais, là. Mettons, ou alors tu te donnes une règle, là, c'est maximum 2 essais par voie. Ou des choses comme grimper à la ligne. Tu regardes pas le topo, puis... Tu arrives là, ça a l'air cool, tu grimpes. Les belles voies. C'est hot, ça. C'est cool, ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est personnel, là. C'est parce que si j'ai peu de temps, j'aurai plus de fun à faire ça que d'aller
m'enfermer dans une voie. Ouais. Après, comme disait Félicien, si tu commences à avoir 3 semaines, ça commence à avoir de l'allure. Ouais. Puis, si tu as 6 semaines, c'est mieux. Ouais. Dans tous les cas, moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas arriver quelque part le premier jour, même si j'ai un trip de 6 semaines, mettons, le premier jour, je vais aller me garrocher dans une voie vraiment dure pour moi. Okay. Ce que j'aime, c'est, au début, vraiment construire à la fois la confiance, mais aussi de se réhabituer ou de s'habituer au type de roche. Puis de grimper beaucoup, là, mais d'essayer des trucs en fait de plus en plus durs, puis de te rendre compte où tu en es aussi, parce que t'as beau t'être entraîné dans le gym, c'est pas pareil. Là. Non, exact, c'est ça. Et puis, généralement, plus ça va, plus j'essaye des trucs durs, plus je me sens bien, puis tranquillement, pas vite. Mais encore une fois, c'est mon approche. Après, si j'ai que 3 semaines, je vais quand même essayer, et que je veux vraiment essayer des projets, je vais comme, la première semaine, il faut quand même que j'aille voir les voies dures. Si c'est mon but. Ça se peut que ton trip, ça soit pas d'essayer un projet, puis c'est bien chill aussi. Le tout, c'est de savoir ce qui te motive. Mais si tu te dis, OK, je voudrais vraiment essayer quelque chose de limite pour moi, essayer de le faire, il faut quand même que tu n'attendes pas la fin de la dernière semaine. Exact, c'est ça. Ouais. Puis on en revient à la première étape, de briser la glace, qui est peut-être la plus dure. Fait que... L'essayer. Au moins, je pense, dans la première semaine, voire après quelques jours, d'aller en essayer quelques-unes, de magasiner, comme tu dis. Juste donner un essai, comme disait Félicien tantôt. Là. Ah, j'essaie celle-là. Puis si j'ai un coup de cœur, là, OK, on peut... Puis après, tu fais ton choix, là. Est-ce que t'es stoked ou pas, tu sais? Ouais, est-ce que tu passes en mode projet? Ou... Ouais. Plus une décision plus dans la tête que... C'est le choix personnel. Moi, je trouve 10 jours, c'est la limite. Moins que 10 jours, ça vaut pas la peine d'avoir un projet pour moi. Je trouve ça dommage de faire un voyage aussi, autant de routes, autant de vols, puis d'avoir juste fait une voie. Ouais, c'est clair. Des jours que j'étais allé à El Salto, j'avais grimpé aucun rest day pendant 10 jours de suite. J'ai fait juste des 5-12, 5-13 moins. OK. Puis ça me permettait de faire du volume. De consommer puis de faire vraiment plein de voies. Je savais que j'avais plus de plaisir que d'avoir une pression intense. Mais ça dépend de chaque voyage aussi. Là. Je suis allé à Cuba une semaine, puis il y avait une voie 14 heures. C'était la voie la plus dure de l'île. C'est ça que tu as décidé de... Puis je me suis dit, le premier jour, je l'essaye, puis je choisis, soit je passe en mode 5-12, soit je passe en mode 14 heures stratégique. Puis elle était vraiment belle. Fait que je me suis dit, OK. Fait que j'ai fait un peu les deux, mais j'avais en tête plus projet, puis ça a passé. Je savais que c'était comme risqué, là, une semaine. Là, t'es allé all-in. T'as mis tous tes jetons sur le bleu, sur le rouge, là, au casino. Puis même, tu peux t'ajuster en cours de voyage. À la fin, il restait 3 jours. Puis je savais que si je faisais trop de dos, j'aurais pas l'énergie. Fait que j'ai choisi de prendre un 2 jours off. Plus à sortie. Pour mon dernier jour, mais c'était vraiment risqué. Là. Si je partais sans, j'aurais eu l'impression d'avoir rien fait. Puis ça a marché. C'est des genres de... Mais ça, c'est un risque. Il faut que tu sois prêt à prendre. C'est ça. C'est ça. Mais t'as juste en permanence. C'est ça. On en revient à, justement, quand tu projettes quelque chose, là, la gestion des jours on, jours off. Là. Puis, en fait, c'est vraiment important. Puis, parfois, si tu veux vraiment te donner toutes les chances, c'est d'accepter que tu vas moins grimper pour que ça soit la peau ou physiquement, mentalement, tout, ou même les conditions, tu sais, genre, mettons que tu voulais grimper le lendemain, mais que le lendemain, les conditions sont mauvaises, mais que le surlendemain, ça va être bien, ben, ça vaut peut-être la peine que tu attendes le surlendemain et que tu grimpes pas, comme ça, tu seras vraiment frais pour te donner toutes les chances. Mais ça, c'est dur. C'est vraiment dur, C'est ça, les deux, vous avez dit, c'est dur en même temps. Qui arrive, comme Olivier Turgeon, pour moi, c'est l'exemple de sagesse. Au week-end, il est capable de, par exemple, le samedi, pas grimper quand il essayait l'arête. Il regardait la météo, puis c'était le dimanche que c'était bon. Mais moi, j'arrivais pas à pas grimper. L'émotion arrivait. Puis le lendemain, c'était parfait, mais j'étais démoli, mais c'est trop le fun de grimper pareil. C'est vraiment. Je pense qu'il faut pas oublier le plaisir pareil aussi. S'amuser. Moi, j'avais changé mon rythme. J'aimais bien faire 2 jours on, 1 jour off, un peu comme toi, où le premier jour, je vais vraiment plus aller dans un projet très dur, et le deuxième jour, plus... plaisir, plus chill, mettons, pas dans le projet, ou dans des projets connexes, ou faire du à vue, ou peu importe ce que c'est. Mais je me suis rendu compte que c'est aussi parce que j'aime mettre beaucoup d'essais, là, quand je suis dans le projet. Je sais pas, je suis 0 ou 100%, je sais pas faire... Il n'y a pas d'entre-deux, là. C'est ça. Je me suis rendu compte, quand j'étais proche de Sandy, qu'il fallait que je fasse un jour de grimpe, un jour de repos. Parce que rien que pour la peau,
genre, sinon, j'avais pas de chance, tu sais. Puis c'était dur parce que j'avais vraiment envie de grimper. Coquiane jouait vraiment, là. C'est vraiment c'est dur. Mais ça a payé, tu sais. Puis je suis sûre que ça a contribué à ce que je scène rapidement. Mais c'est rough. Les fins de voyage, souvent, la dernière semaine, moi, ça ressemble à un on, un off. C'est pour maximiser. Justement, j'avais noté ça dans mes affaires, mais je voulais vous poser comme question, ça ressemblait à quoi un horaire? Dans votre... dépendamment de la longévité du voyage. Fait que, vous venez un petit peu de répondre à la question. 2-1. En tout cas, si vous partez un 7-8 jours, j'imagine que ça va être quasiment grimpé à tous les jours, mais du volume. Si c'est 3 semaines, là, ça va dépendre de si on trouve un projet ou pas. Puis 6 semaines et plus, là, tu peux... Je pense que ça dépend de... c'est quoi tes journées d'escalade aussi. Grimpes-tu quelques voies, puis c'est correct pour toi? Ou bien tu mets 15 essais. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais... Puis moi, je trouve ça difficile de faire plus que 2 jours d'affilée. Mais c'est aussi parce que j'ai... fait beaucoup des grosses journées. Au moins 8-9 voies par jour. Parce que j'adore les grosses journées, puis j'ai une peau de merde. Fait que c'est ça. Puis, c'est dit. puis aussi, après, c'était comme dans un bon... Ben, en tout cas, moi, je trouve que t'es dans un bon rythme parce que t'es complètement défait après tes 2 journées de grimpe, fait que t'as envie de te reposer. Puis à la fin, même au milieu du jour de repos, t'es craqué de grimper. Fait que, et puis tu repars dans ce rythme-là. Mais comme je disais, ça peut être bien pour un voyage ou pour telle situation. Mais ça se peut que tu doives changer ton rythme pour te donner plus de chance. Si c'est vraiment important pour toi. Ou alors tu t'en fous, puis tu grimpes au ligne, puis c'est tout. Mais ça dépend. Ça dépend toujours de qu'est-ce qui compte le plus. Exact. Puis le goût du risque, le goût de... C'est ça. Est-ce que je le fais dessus pas? Je le fais dessus, OK. Quand même pas trop se retenir aux conditions aussi. Je pense que c'est un problème pour beaucoup de grimpeurs de se limiter en se disant aujourd'hui c'est pas bon et de pas aller dans le projet. Des fois ça vaut le coup d'y aller puis ça rend comme vraiment fort à long terme. On met plus d'essais. Dans une journée, mettons, si le crag arrive au soleil à 3 heures, c'est dommage de quitter la falaise. Moi, j'ai tendance à continuer. Les conditions sont moins bonnes. Tu peux quand même faire des apprentissages, puis tu as quand même beaucoup de plaisir à faire d'autres choses que ton projet. Puis mentalement, ça fait une bonne préparation. Moi, je trouve tout le long du processus, c'est vraiment personnel, là, je suis sûr que c'est pas le cas de tout le monde, mais pire sont les conditions, mieux c'est, parce que c'est une préparation mentale pour le jour où, quand ça va être meilleur, là, je vais le savoir, puis ça va paraître vraiment facile. C'est clair. Toujours peu importe s'il fait chaud, s'il pleut, c'est humide. Encore plus au Québec, la vraie saison, elle est du 15 septembre au 9 octobre. Donc, si on attend les bonnes conditions... Au Québec, c'est ça? On grimpe juste jamais. C'est du 15 au 9. En ce moment, et ça, c'est les chiffres, là. Ça, c'est les chiffres de... Il y a un mois de vraiment beau. Et encore, il y a les fermetures à cause de la chasse et compagnie. Fait qu'il faut grimper, puis il faut donner beaucoup d'essais. En ce moment, il fait super chaud, mais garder le plaisir quand même, puis aller dans des conditions pourries, mais c'est pas grave. Moi, je suis d'accord aussi avec ça, là, vraiment. Il faut juste que... Parfois, c'est wild, les différences que ça fait entre un jour de conditions pourries et une journée correcte, là. Puis, il faut garder ça en tête, parce que moi, ça m'est arrivé de me frustrer vraiment. Mais c'est juste que c'était tellement... il faisait tropical, là. Genre, la voie... 70% d'humidité, 35 degrés dehors. Là, c'est juste que la voie était pas mouillée, puis c'est méga dévers, mais genre, il faisait méga chaud, puis il pleuvait à Sio, puis genre... Oui, c'est tout... Ça joue. Une fois qu'on est rendu au Seine, je trouve, là, c'est différent. C'est là où on peut aller chercher des bonnes conditions, mais tout le long du processus, ça sert à rien d'attendre des bonnes conditions. C'est pas le temps d'y passer trop. C'est de trouver des bêtas puis faire le maximum d'essais. C'est clair. Puis après ça, quand c'est ça. C'est comme si tu portes une livre de 10 livres puis à un moment donné, tu l'enlèves. C'est vraiment ça. C'est le même principe. Quand c'est tout sointeux, c'est sûr que c'est capable de le faire, de maximiser au point que même avec des conditions moins bonnes, tu es capable de faire les moves. Là, quand tu arrives puis les conditions sont bonnes, je me sens léger, ça va bien. Puis, ça se peut qu'elles arrivent juste pas aussi, les conditions. C'était à Kalymnos au mois d'août. Oui, il y a peut-être une journée de vent par semaine. Ça se peut que tu ne l'aies pas du tout. Ça peut être vraiment déroutant si tu as attendu tout le temps les bonnes conditions. Alors, si tu as travaillé déjà dans cet état-là, c'est pas différent. Puis ça fait que tu vas pouvoir, comme le Seine départ. Ça va être plus dur, ça va être plus engageant, mais je pense à Kalymnos où il y avait une journée à 40 degrés, puis j'ai fait un 14B là-bas. Ça a marché.
C'était chaud, c'était pas le mois d'octobre. Mais t'as sorti pareil. Ça marche, ouais. Comme dirait Migos, là, c'est quoi déjà la quote? Là? Il n'y a pas de bonnes conditions, il y a juste des... C'est ce qu'il dit. There's only weakness, il dit ça, il y a juste de la faiblesse. Mais, ouais. C'est sûr que si t'as une journée 0 degré, c'est idéal. Ouais. Mais ça arrive tellement rarement. C'est ça. Il faut pas attendre ça. Faut pas se bloquer. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, en tenir compte quand t'es en mode money time, là, ça oui. Ouais. Mais... Ouais. Surtout dans la limite. Là. Mais ouais. Après, ça peut aussi aider pour décider le rythme de grimpe des prochains jours, bien sûr. Là. Bien sûr. Parce que bon, on va pas faire exprès de pas céder. Mais oui, faut pas que tu restes trop coincé là-dessus. Ouais. C'est clair. Ouais. Puis, tu sais, ça... Comment vous vivez ça aussi, le fait de... Tu sais, si, exemple, ça fait une couple de jours que, bon, il n'y a pas des bonnes conditions, je fais du progrès dans mon projet, mais je sais que pour réussir mon projet, tu sais, il faudrait... En tout cas, ça me prendrait le step de plus là, pour avoir les bonnes conditions, mais la fin de voyage arrive. Fait que là, j'imagine que ça doit créer du stress, de savoir que le voyage arrive à une fin. Comment vous gérez ça? Par rapport aux conditions, surtout? Mais en fait, pas nécessairement par rapport aux conditions, général. plus en général. La fin du trip. La fin, exemple, qu'il y ait des bonnes conditions ou pas, le stress de fin de trip pour réussir vos projets, comment vous gérez ça? Je peux y aller. Oui. Moi, là, je pense que c'est un peu mon historique de compé de voix, là. Mm-hmm. Mais j'ai pas trop de problème avec ça. Ça va paraître très niaiseux, mais quand je suis en mode, OK, je mets un essai, où je veux vraiment sender, ou quand c'est le temps d'exécuter, si on veut. Ouais. Genre, je suis comme, il y a plein de stratégies, d'avoir ces rituels, blablabla, plein d'affaires, mais c'est comme, je mets juste un bon essai. Moi, c'est un truc back in the days en compé. Au début, j'étais extrêmement stressée en catégorie, très jeune, mais à un moment, j'ai eu un déclic, puis c'est comme à l'entraînement, mais juste un bon essai. À l'entraînement, je sais pas, moi, si je veux essayer de sender une voix, ou peu importe c'est quoi l'exercice, je suis super mindée aussi. Là. Ouais. Puis c'est juste pareil, c'est juste que l'enjeu... Ouais. Puis je sais que ça paraît con, puis que c'est ce genre de déclic-là, c'est personnel, mais moi, je rentre juste là-dedans, puis... Après, ça marche ou ça marche pas, tu sais. Parfois, ça se peut que finalement, tu saignes pas puisque c'est la fin du voyage, puis c'est ça, puis tu reviendras ou pas, là. Mais, ou pas. mais c'est juste d'essayer de faire abstraction de tout ça, puis de te dire, tu sais, genre, maintenant, je connais la voix, je sais que je suis capable, j'ai visualisé, j'ai tout figuré, genre... Maintenant, c'est game on, puis tu mets juste un bon essai. Ouais. Tu donnes ton 100%. Exact. Les étoiles s'alignent. Okay. Puis il y a une partie d'accepter l'échec. Tout le processus est tellement nice que c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais si tu l'as, c'est incroyable. Mais si tu l'as pas, c'est quand même vraiment nice. Aussi, c'est ça. Moi, j'aime donner mon meilleur. Puis après, on regarde ce qui se passe si ça marche pas. Ce qui est décevant, c'est si tu n'as pas mis... Parce que je trouve ça dur, c'est si j'ai pas mis tout en place. Si je me dis, j'aurais pu faire ça, t'as des regrets. Mais souvent, j'ai déjà fait tout ce qui était faisable. Dans Cuba, j'avais mis mes 2 jours off avant. Donc, si je l'avais pas eu, je me serais pas dit, si j'avais mis 2 jours off, peut-être que j'aurais été mieux. Tu as déjà mis tout en place. Donne ton 100% dans ce que tu peux contrôler, dans le fond. C'est ça. Puis le reste, c'est comme... En tout cas, je n'ai déjà parlé dans un autre podcast, mais moi, j'ai une philosophie dans la vie en général, c'est que tu peux pas tout contrôler, là, que ce soit dans l'escalade ou dans n'importe quoi. Mais si dans ce que tu peux contrôler, tu donnes ton 100%, c'est comme si tu pouvais contrôler la moitié, si on veut, du processus. Puis l'autre moitié, c'est juste le retour de whatever la vie. La météo. Exact, c'est ça. C'est ça. Tu l'essayes. Puis... C'est très hot. Puis ça me fait penser à un truc en termes de mindset, là, quand tu es dans la voie ou dans le bloc. Moi, un truc, tu sais, on parle souvent du flow state ou de... Je sais pas, je pense que les gens vont comprendre. Un truc que j'ai vraiment réalisé, c'est que pour moi, c'est l'acceptation. Tu sais, genre, prenons une voix quelconque, là. Ça se peut qu'il y ait une section qui soit awkward ou apeurante, pas forcément dure, mais genre, t'es juste inconfortable, ou un crux qui est juste extrêmement dur, puis tu vas devoir forcer ta vie et y croire. Ou peu importe c'est quoi, là, tu dois skipper, puis t'as peur. Mais moi, j'ai remarqué que, tu sais, si
j'accepte ça, je sais que ça va être de même. Puis je me concentre sur juste être le plus efficace et le plus fluide possible dans mes mouvements, puis d'être 100% focus là-dessus. Ouais. Il y a aussi la respiration qui peut venir là-dedans, là, bien sûr. Ben, en fait, ça me permet vraiment d'atteindre cet état d'esprit, puis ben, c'est clé. Ouais. Puis ça marche pas toujours, là. Je me rappelle d'une fois où, tu sais, genre, j'essayais une voie, je suis tombée, là, mais j'étais tellement déçue d'être tombée, mais parce que j'étais dans cet état-là d'esprit. J'étais là, j'étais tellement bien mentalement, genre, c'était une voie avec une section awkward, un crux vraiment dur où je devais skipper, puis une section qui faisait mal à la peau, puis, tu sais, tous des trucs qui faisaient que j'avais de... Tu sais, on est comme un peu inconsciemment, t'as une espèce de résistance, puis t'es pas bien, là. Ouais. Mais genre, j'étais comme vraiment dans la fluidité, puis je suis quand même tombée. Mais j'étais dans cet état d'esprit-là, puis souvent, cet état d'esprit-là te permet que ça se passe bien. Ouais. Ça marche pas toujours, mais tu sais, genre... La majorité du temps, ah ouais, crime, c'est cool. Des fois, c'est juste attendre aussi. Je démarre une voie, puis tu te sens d'un coup, le stress monte. Au lieu d'y aller, prendre un autre 20 minutes, puis attendre de relaxer un petit peu. Là. Donc, si tu es déjà dans la voie, ben, au repos, des fois, je suis reposé physiquement, mais je vais attendre un autre 3-4 minutes d'avoir envie de continuer. Fait que je repars seulement quand... C'est pas tout le temps faisable. Pendant du repos, si c'est sur 2 bidois. Mais si tu peux d'attendre la vague, souvent, ça fait des hauts et des bas, puis attendre une vague montante de comme, positivité, puis de repartir. Puis si on sent que la respiration est vraiment rapide, puis qu'on est stressé, ben, j'attends que ça se passe. Que ça marche. Wow, c'est bon ça. Là, quand ça repart, ben, c'est pour ça que souvent je prends des repos de 10 minutes, des fois, pour être capable de méditer finalement. Ouais. Ah, j'aime ça. C'est vraiment. Attendre l'état de flow. Ouais. Cool. Dernière petite question que j'avais notée, puis ça, je pense que ça va être quand même intéressant. Mais quand on veut réajuster ses objectifs par rapport à une blessure dans un voyage, est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Ou même, c'est pas nécessairement une blessure pendant un voyage. Ouais, c'est ça. À la limite, on pourrait quasiment parler de ton expérience en ce moment, de ton voyage qui arrive dans 3 mois, mais selon vous, comment vous faites pour remodeler vos objectifs par rapport à... puis jongler avec les imprévus de la vie, dont les blessures? Ben, ça se fait vraiment pas tout de suite. La première partie, il y a une grosse phase de déni, en se disant ça va bien aller, je vais performer. Puis il y a une phase un peu comme un deuil, déni, puis acceptation. Puis après, c'est de remanier. J'avais vu Julien, puis Julien, je veux faire un offre en Turquie, mais ça se passera pas. il t'a juste dans ma tête, je me disais, c'est pas vrai, je vais m'en sortir. Puis petit à petit, tu dis, je pense qu'il a raison. 9 fois, ça marchera pas. Puis de réajuster les attentes. Moi, ça m'aide de le remettre en perspective en me disant, ce voyage en Turquie, ça va permettre de faire le maximum de volume. Ça va être la première phase, finalement, une autre phase de rééducation. Donc, ça va être utile, ce voyage, pour que le prochain voyage, je performe. C'est comme une préparation physique, finalement. Fait que ça décale dans le temps, puis c'est vraiment dur. Ça peut prendre 1 mois et demi, ça m'a pris 3 mois. C'est challengeant, mais de réajuster les objectifs. Au début, tu veux pas, mais il faut être... Faut que tu l'acceptes, c'est ça, J'aime ça. Et moi, c'était un peu pareil, là. C'était genre un méga choc, d'abord. Puis je savais que c'était bad, là. Tu sais, parfois, on le sait juste, là, quand ça se passe. À la base, je voulais faire un gros voyage de grimpe avec des... j'avais des objectifs en Catalogne cet automne, mais en fait, ça tombe juste à l'eau, là. J'ai fini par assez vite me rendre à l'évidence que ça se passera pas en 2024. Puis, faut juste... tout pushback, là. Puis encore là, ça dépend de comment ça évolue. Fait qu'il n'y a pas de timeline vraiment précis. Surtout que moi, j'ai un peu de la misère à me dire je vais faire un voyage de grimpe puis je vais pas être à 100%. Fait que je trouve ça cool que tu le vois de même, mais je sais que tu n'as pas trop le choix parce que le voyage est... Ça, c'est moins le fun. Non, je sais, mais dans le sens que tu avais déjà tes billets d'avion puis tout, puis que tu sais pas bouger. Nous, on n'avait pas encore pris les billets d'avion. Mais... c'est ça, je préfère... On va voir, là, mais pour le moment, il y a même pas de timeline parce qu'on va voir, parce que je préfère, en tout cas, si c'est loin, partir quand je serai non seulement remise, mais un minimum en forme aussi. Puis là, on en est loin. Après, ça fait 4 si mois, tu te blesses en voyage... Je l'ai jamais vécu, mais
Ben moi, je me suis déjà... Ça doit être dur. Je me suis déjà déchiré de quoi dans la coiffe des rotateurs, puis je savais que c'était impossible de grimper, fait que ça réglait la question. En voyage, là. Après, si tu as une blessure où tu peux quand même grimper, c'est différent, mais je ne l'ai pas trop vécu. Non. Moi, je l'ai fait l'an passé. J'ai pris beaucoup d'Advil. Je m'étais fait mal un petit peu au genou là, en tirant dans un talon. Puis j'ai fini mon voyage. C'était à peu près au milieu du trip, mais c'était un trip de 3 semaines. Puis j'ai pris des Advil, mais je pense pas que... À bien y repenser, je pense que je leur ferais pareil. C'est un choix. C'est un choix, c'est ça. Tu peux t'hypothéquer 3 mois de réadaptation. Mais c'est pas une grosse blessure. Mais si l'hiver arrive, par exemple, ouais. puis tu vas pas grimper beaucoup à l'extérieur, ça te dérange pas, ça vaut le coup. Ouais, ça dépend vraiment c'est quoi. Puis... Ben, parfois, c'est juste dur d'être raisonnable. Moi, c'est vrai, c'est ça, exact, c'est ça. Surtout dans un voyage de 10 jours à 3 semaines. Si tu pars 6 semaines, OK, tu peux prendre un 4-5 jours comme off, j'imagine, puis après ça, peut-être revenir possiblement moins magané, mais c'est sûr que c'est tellement situationnel là, comme décision. Là. Mais il manque quelque chose que j'avais fait juste avant mon genou. J'avais une année off à cause de la poulie. OK. Puis au RAID, deuxième partie de réadaptation, j'avais fait plein de 5-12. Je m'étais fixé, je veux faire comme 100 voies 5-12. OK. J'en ai fait, je sais plus, 52 ou 54 sur une semaine au RAID. Puis... 52 pendant une semaine? Ouais. C'était la semaine? Non, c'était le mois complet. J'avais compté comme avant le RAID aussi. Mais il me manquait cruellement quelque chose. J'aurais pu en faire 300, puis il me manquait vraiment quelque chose de trop dur pour moi, puis de forcer pour vrai. J'ai pas de doute, rien. Fait que c'est sûr qu'on a comme pas le choix. Ouais. C'est mieux que rien du tout. Mais c'est ça. C'est le processus de blessure. Là. C'est vraiment... tu réajustes. C'est vraiment intéressant pour vrai. Là. En tout cas, je pense qu'on a juste parlé de blessures, puis de comment réagir aux blessures, puis de le processus d'une longue, d'une moins longue. En tout cas, bref, on pourrait en parler pendant comme 2 heures. Là, je pense juste d'un podcast comme ça. What's next? Pour vous deux, dans le fond, dans le futur... Là, je sais que Félicien, bon, dans 3 mois, voyage. Mathilde, est-ce que tu as des objectifs ou pour l'instant, c'est plus sur le hold? Ben, moi, là, il y a... Ben, c'est ça. L'objectif de ce voyage-là va probablement être à voir, là. Peut-être même pas avant l'automne 2025. Okay. Ça dépend de ce qui se passe. Après, je compte grimper dehors avant ça, mais ce voyage-là en question... ça paraît vraiment loin. C'est c'est dans 1 an à peu près, ouais. C'est dans plus d'1 an. Sinon, ben, à court terme, ben, là, au moins, je set aussi, là. J'ai oublié de le dire tantôt, mais je set à aller up. Puis, au moins, je peux encore setter, même si je foreign pas. Ouais. Fait que beaucoup de ça. Puis, ben, toutes les étapes de tout le processus pour essayer de revenir sur pied, là. Là, j'ai recommencer un tout petit peu à grimper, mais c'est vraiment extrêmement limité. C'est ça, on va voir. Là, c'est un peu dur de se projeter dans ces cas-là. Fait que... J'aime ça. Surtout que c'est arrivé au mauvais moment de la saison. On s'est blessé en même temps au mois d'avril. Début de saison. Ça coupe 6 mois, ça amène direct au 1er novembre. La saison est finie. Ouais. Puis après, si tu veux te remettre en forme aussi, ça se fait pas en claquant des doigts, comme on dit. Ça ressemble à ça. J'aime ça. Ben, crime, ça a passé, encore une fois, vite. Hey, merci d'avoir pris le temps de venir pour vrai. En tout cas, je suis sûr que, en tout cas, avec Félicien, je suis sûr qu'on va faire d'autres épisodes. Mathilde, peut-être dans le futur aussi, faire d'autres épisodes dans les prochains mois. C'était nice. Comme je l'ai dit tout le temps, si vous avez aimé l'épisode, ça nous ferait super plaisir que vous nous donniez... en fait, un commentaire, un 5 étoiles, ou partagez aussi à un ami qui est soit blessé, soit qui veut performer en voie, soit qui veut s'améliorer en escalade. Merci aussi à Offsite de nous avoir accueillis dans le fond dans le gym où c'est qu'on est présentement. Si vous ne l'avez pas écouté sur YouTube, je pense que ça vaut vraiment la peine parce que c'est un méga cool décor. Fait que merci à tous, puis cheers. Merci. Merci.